de nous faire confiance. On va certainement chambouler le programme aujourd'hui, en commençant peut-être avec les éperviers, parce que compte tenu aussi de l'emploi du temps du sélectionneur adjoint à Balo Dossé, on va vous dire également que Hugues Orobi-Rode est en studio. Bonjour Hugues. Bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs à l'écoute. Je vous rappelle que c'est un agent de joueur et patron de la structure World Sport Management. Abalo Dossé, sélectionneur adjoint des éperviers, est aussi en studio. Bonjour. Oui, bonjour. Vous n'êtes pas en jaune, mais le bleu ciel de Manchester City. Oui, c'est votre club? Non, mais moi j'aime presque tous les clubs. Très bien. Surtout qu'il y a du beau jeu. Voilà. Alors, également en studio, rapprochez-vous du micro, Dogbatier Komivi Gavissou, c'est ça? Oui, c'est un ancien joueur et entraîneur d'Agaza Football Club des années 80. Hein. Bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va. Bien. Alors, on va commencer par le rétroviseur, juste quelques minutes avec Grégoire Attignon et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. La débâcle des éperviers dimanche dernier face au Fennec d'Algérie, le match amical des éperviers U23 et la 8e journée du championnat national de football de première division, telles sont les grandes lignes de rétroviseur de ce jour. Lourde défaite des éperviers du Togo, 1-4 face au Fennec d'Algérie dimanche dernier dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Une défaite qui oblige Claude Leroy et ses joueurs à aller jouer la qualification à Cotonou face aux Écureuils en mars 2019. L'Algérie, quant à elle, est déjà qualifiée pour la CAN. Quelques jours après la débâcle des seniors, c'est au tour des espoirs de subir la loi d'une autre équipe de l'Afrique du Nord. Les éperviers U23 ont perdu en amical face à la sélection locale du Maroc 0-2. L'équipe dirigée par Jean-Paul Dossé Abalo se prépare pour le premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations U23 face au Ghana. Les éperviers se déplacent le 18 décembre prochain pour le match aller et le 22 décembre à Lomé pour le match retour. Enfin, en milieu de semaine a été disputée la 8e journée du championnat national de première division. Voici les résultats enregistrés. Le leader Maranatha de Fiokpo est allé tenir en échec Bikenti de Bassa 0 partout. Semassi de Sokodé renverse Asko de Kara 3-2. Fouada de Tapaon est venu à bout de l'Est Gopor 1-0. L'association sportive des conducteurs de la COSA et Koroki Metete de Chamba font jeu égal 1 partout. Même score entre Gombido de Palimé et Angefse de Noche. 0-0 entre Goulessou des Lacs et le dynamique togolais. Jeudi, en clôture de cette 8e journée, l'SOTR a infligé la première défaite de la saison à Sarefse de Bafilo, battu 1-0. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Rétroviseur de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Et voilà, merci également à vous Grégoire Attignon pour nous avoir rappelé les différentes nouvelles au cours de cette semaine. Voilà, excellent week-end et qu'est-ce qu'on attend du côté de l'Europe? Les 5 majors, le calendrier avec Roméo Yetor. Les 5 majors européens de football reprennent du service après la trêve internationale. Tout de suite, nous partons avec la première ligue anglaise de football. Eh bien, la compétition est à la 13e journée avec un derby de Londres. Tottenham, 4e au classement contre Chelsea qui occupe le 3e rang. On suivra également ce samedi d'autres rencontres comme Manchester City en déplacement chez West Ham. Watford reçoit Liverpool. Manchester United rivalise avec Crystal Palace. Brighton s'oppose à Leicester. Fulham de Flodaït reçoit Southampton. Et puis Everton joue contre Cardiff City. Demain dimanche, 2 rencontres seulement sont au programme. Bournemouth contre Arsenal et puis Wolverhampton face à Huddersfield. Cette 13e journée prend fin lundi avec une rencontre, Burnley face à Newcastle. En Espagne, c'est la 13e journée de la Liga. Ce samedi, nous aurons 4 rencontres, dont un mini classico Atlético Madrid FC Barcelone. Toujours ce samedi, Huesca réserve son hospitalité à l'Evente. Le Rayo Vallecano se déplace chez Valence. Et puis, Eibar joue contre le Real Madrid. Demain dimanche, nous suivrons Athletic Bilbao contre Getafe de Gendarkenam. Le FC Séville qui occupe le 2e rang sur le podium s'oppose à Valladolid. Espagnol Barcelone a rendez-vous avec Gérone. Et puis Villarreal se mesure à Betis Séville. Clôture de cette 13e journée ce lundi 26 novembre entre la Real Sociedad et le Celta Vigo.
En Italie, c'est la 13e journée de la Serie A. Udinese se mesure à l'AS Rome ce samedi. Toujours ce samedi, la Juventus de Turin, qui fait un parcours sans faute, joue contre Spal Ferrara. L'Inter Milan rivalise avec Frosinone. Dimanche, nous aurons le déplacement de Sassuolo sur le terrain de Parme. Naples joue à domicile contre Chievo Vérone. Bologne se mesure à Fiorentina. Empoli reçoit à domicile bien sûr Atalanta Bergame. La Lazio Rome s'oppose au Milan AC. Genoa Sampdoria de Gênes. Le dernier match au programme demain dimanche. Et puis lundi, en clôture de cette 13e journée de la Serie A, Cagliari se mesure au Torino. En Allemagne, la Bundesliga propose son 12e chapitre. Ce samedi, Wolfsburg joue contre Leipzig. Le Bayern Munich tentera de se relancer face au Fortuna Düsseldorf. Mayence joue contre le leader Borussia Dortmund. Hertha Berlin s'oppose à Hoffenheim. Francfort se déplace chez Augsburg. Schalke 04 à domicile se mesure à Nuremberg. Demain dimanche, Fribourg reçoit Werder Bremen et puis le Borussia Mönchengladbach joue contre Hanovre 96. Et nous bouclons notre tour des 5 majeurs avec la Ligue 1 Conforama. Ce samedi, le Paris Saint-Germain sans ses 2 stars, Mbappé et Neymar, joue contre Toulouse de Mathieu de Séville. Nîmes se déplace chez Strasbourg. Caen joue contre Monaco, très mal en point. Nantes s'oppose à Angers. On suivra également Dijon-Bordeaux ou encore Reims-Guingamp. Demain dimanche pour cette 14e journée, Montpellier reçoit Rennes. Une intéressante rencontre à suivre entre Nice et Lille. Et puis Amiens évolue à domicile face à Marseille pour le dernier match de ce 14e chapitre de la Ligue 1 Conforama. Voilà tout pour ce samedi. Rendez-vous le week-end prochain. Merci donc à Roméo Hétor pour nous avoir planté le décor de ce qui va se passer en Europe dans les 5 majeurs ce week-end. Vous savez tout désormais de vos clubs préférés, les matchs qui les attendent aujourd'hui. Merci de faire confiance à la référence sportive. On va commencer par parler d'une innovation. On va l'appeler innovation parce que ça ne se faisait pas. Hugues Orobirod, vous avez décidé en collaboration avec Sport FM d'offrir 50 000 francs chaque mois au meilleur buteur du championnat de première division. Chaque mois, celui qui est le meilleur buteur, s'il marque 2, 3 buts, 4 buts, 5, il a 50 000. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Ouais, Franck, disons que nous avons décidé d'aider à la promotion du football au Togo, notamment à travers le championnat de première division. Nous allons accompagner un peu ce qui se fait au niveau de la Fédération togolaise de football, notamment inciter les joueurs à travailler devant le but. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, disons, c'est que des vrais attaquants, des finisseurs, des gens qui sont vraiment adroits devant le but. Vous ne pouvez pas faire un match de vrais tueurs. Vous ne pouvez pas faire un match de football aujourd'hui et le gagner sans avoir marqué des buts. C'est dans cette optique-là que nous avons réfléchi quel genre de promotion nous pouvons faire autour de ce football-là. Aujourd'hui, il y a déjà un prix de meilleurs joueurs qui se donne. Et donc, en collaboration avec Sport FM, on a décidé d'aller d'abord vers le meilleur buteur du mois. En fait, tous les mois, on ressort un jeune qui a peut-être été très pimpant, qui a mis quelques buts, et à la fin du mois, on lui donne un prix. Ensuite, maintenant, on ira vers le meilleur buteur de tout le championnat à la fin de la saison. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est aussi notre apport au football togolais en attendant. Et ça commence déjà demain sur le match AS Togoport ASK parce que le meilleur buteur du mois d'octobre, c'est bien Kosiku Dagba qui vient d'ailleurs de gagner le prix du meilleur joueur du mois d'octobre avec l'association des joueurs de foot. Il va enchaîner avec le meilleur buteur du mois d'octobre et ça va se faire à la mi-temps du match AS Togoport ASK. Oui, tout à fait. Nous remercions la Fédération togolaise de football d'avoir permis que ça se fasse, de s'être associé à ce projet-là. Et nous allons aussi inviter tous les autres joueurs parce que depuis un moment, Koudagba, il rafle tous les trophées. Il lui reste peut-être un trophée à ce que
prochainement qu'il est en sélection nationale avec une apparition sur le terrain. Pourquoi pas. Donc c'est un encouragement fait à cette jeunesse-là, à ces jeunes qui se battent et qui veulent vraiment laisser une trace au sein de notre football. Donc les autres aussi n'ont qu'à se battre pour pouvoir gagner ces trophées. Et aujourd'hui, il y a 2 trophées qui se donnent chaque mois. Et ça peut vous accompagner aussi financièrement, un peu dans, disons, ce que vous gagnez auprès de votre club. Donc il a raflé les 2, félicitations à lui. Maintenant, allons vers d'autres émulations prochaines. Alors, ça veut dire qu'à la fin de la saison, celui qui va gagner le prix du meilleur buteur sur l'ensemble du championnat aura un prix beaucoup plus intéressant. Tout à fait, parce que là, c'est une saison sportive. Hein. Donc, il faudrait vraiment qu'on ressorte ce jeune-là de l'eau. Nous allons très bientôt réfléchir à un très grand prix et à une promotion autour de la carrière de ce joueur-là aussi. Parce qu'il faut que, disons, le fruit du travail, c'est quand même de pouvoir sortir du lot, pouvoir aller monnayer ce talent à l'étranger. Donc tout cela est en train d'être mis en place et la semaine, disons la première semaine de décembre aussi, nous serons ici avec des clubs recruteurs, notamment sur le tournoi de l'UFOA, mais nous allons profiter aussi pour rencontrer quelques jeunes. Voilà, je rappelle aux auditeurs que vous êtes agent de joueurs et patron de la structure World Sport Management. Vous gérez la carrière des joueurs, vous les placez, vous faites beaucoup de choses. Vous voulez les rappeler, vos activités? Tout à fait. Nos activités, on les a débutées, disons, ça fait pratiquement une 13aine d'années qu'on est dans ce domaine-là, en tant qu'agent de joueurs et agent de match FIFA. Et donc, nous avons fait la promotion de beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, nous tournons un peu sur toute l'Afrique de l'Ouest, notamment. Et nous revenons un peu aux sources aussi. C'est-à-dire que tout a commencé au Togo. Et il faudrait que nous aidons aujourd'hui, à travers les idées, à travers les initiatives, la fédération, notamment les entraîneurs, à travailler dans l'excellence, à ressortir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus ressorti de vrais talents au niveau du Togo. Ça, reconnaissons-le, soyons francs pour le dire, que c'est ça qui fait notre déficit d'ailleurs en équipe nationale A, parce qu'il faudrait qu'on reprenne le championnat qui a repris notamment avec ce bureau-là depuis 2 ans, mais il faudra que ce championnat-là vraiment prenne de la forme, que les joueurs sachent réellement qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes, et que qu'ils vont en bénéficier très bientôt à travers tout ce qui se fait aujourd'hui. Le Togo, c'est pour une première fois, le Togo s'aligne dans toutes les catégories de jeunes et autres. Ouais. Ça, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on parle des U23, des U20, des U17, des féminins. C'est ça qui est important, en fait. Parce que même quand vous jouez les championnats et qu'il n'y a pas ces compétitions internationales pour vous promouvoir, vous ne pouvez pas sortir. Ça, le coach est là, il ne va pas me démentir. Aujourd'hui, quand un recruteur veut un joueur, il demande d'abord s'il est international. Ça donne une certaine valeur à son niveau. Donc, il faut tous ces détails-là mis l'un dans l'autre avec les accompagnements des agents qui sont sur place. Je pense que nous allons pouvoir aider, nous aussi, à promouvoir ce football. Mais Abalo Dossé, vous êtes technicien, vous avez été joueur, défenseur, vous. Mais qu'est-ce que ça vous dit, une telle promotion, une telle innovation, accompagner les meilleurs buteurs chaque mois? Oui, il a droit à une enveloppe pour avoir brillé, pour avoir marqué plus de buts. Non, je crois que c'est une bonne chose. Ça permettra aussi à tous les joueurs qui jouent à ce poste de s'améliorer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans le championnat, les joueurs ils ont vraiment du mal à marquer. Souvent, c'est le score 1-0, où il y a des occasions ratées. C'est vrai qu'au niveau des attaquants, on peine à avoir de. On dit souvent que c'est l'un des problèmes du foot togolais. On n'arrive pas à marquer, c'est vrai? Oui, on n'arrive pas à marquer, ça c'est sûr. Pourquoi? Mais je crois qu'il faut travailler devant le but. Mais moi, je tiens toujours à le dire, pour travailler devant le but, il faut avoir des terrains aussi qui répondent. C'est pour ça que nos entraîneurs, ils ont du mal à faire ce genre de travail. Ou bien avoir des joueurs qui marquent beaucoup de buts. C'est compliqué parce qu'à l'entraînement, les joueurs, je suis sûr, quand ils ratent 1 ou 2 occasions, je crois qu'ils n'auront pas la volonté de l'essayer une 3e fois. Donc déjà, ils perdent de la motivation et de la confiance. Je crois qu'il faut travailler devant le but, il faut de bonnes conditions aussi. Voilà. Alors, on vous donne la parole, Hugo Rode, pour terminer cette entrevue. Et vous avez foi en l'avenir de ce football? Oui, tout à fait. Vous savez, moi je dis souvent que le potentiel est dans tous les pays. Le potentiel humain est là. Maintenant, comment l'encadrer? Quelles sont les structures qu'il faut mettre autour? C'est peut-être ce qui nous manque un peu. Et c'est dans ça que nous pouvons aussi accompagner. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes déjà contents. Les structures peuvent exister. Mettre beaucoup plus de moyens vers les plus petites catégories. Moi, c'est mon vœu le plus cher. Aujourd'hui, l'équipe A doit être à reconstruire.
Donc, si on met plus de moyens, qu'on ne nous dise pas que c'est parce que c'est U20, il n'y a pas de moyens pour aller aux entraînements. Vous les voyez s'entraîner, même sans équipements normaux. C'est pas normal. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière et vous verrez que le potentiel du Togo va briller comme toutes les autres grandes nations. Aujourd'hui, quand vous avez vu la Mauritanie se qualifier pour la Coupe d'Afrique, c'est un travail depuis 4 ans qui se faisait. Vous voyez à peu près. Corentin Martin, si vous avez vu, au Chad, la petite compétition, et aujourd'hui ils sont dans la grande compétition. Donc il faut permettre à ce qu'on puisse renouveler ce vivier-là. À des bailleurs va partir, bien plein d'autres vont partir, mais qui sont ceux qui vont les remplacer naturellement? On ne les a pas encore. Le seul défaut de la défense la dernière fois, vous avez vu qu'on a peiné à trouver la vraie personne, alors qu'on pouvait connaître, si toutes les sélections étaient bien entretenues, c'est la personne idéale pour remplacer tel ou tel en équipe A. Donc c'est à peu près ce qu'on dit. Le Togo a un potentiel énorme. On a vu des anciens, on est allé à la Coupe du Monde. Donc on peut le réitérer si on arrive à se structurer. Hugues Orobiro, agent de joueur, patron de la structure World Sport Management, merci d'être venu. Excellent week-end. Merci Franck. Merci de faire confiance à la référence sportive. Clément Gadegbekou est arrivé. Vous allez bien? Bien. Bonjour Franck. Vous supportez les éperviers, vous aussi. Vous êtes en jaune ce matin. Oui. C'est bien oui, pour les éperviers ces derniers temps? Oui, nous sommes Togolais malgré tout. Même si les résultats ne suivent pas encore. Bon courage quand même à eux. Voilà. Alors avec vous très rapidement avant de retrouver le coach, parce qu'il a d'autres choses à faire, on va parler play-off. Oui. Ça revient et ça commence dès cet après-midi. Tout est fin prêt pour y aller? Oui, vous savez que le championnat de basket de Lomé Golf se joue en 2 phases. Nous avons déjà bouclé la première phase qui est la phase régulière. Et les équipes classées, les 4 premières équipes qui sont classées qui vont continuer les playoffs. Et donc c'est ce soir que ça démarre, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc disons que nous sommes fin prêts pour bien démarrer ces playoffs. Oui, donc après les playoffs, ce sera le championnat national. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est les plus talentueux, les clubs les plus forts qui se retrouvent à ce niveau? Oui, disons que par rapport à la saison régulière, je pense que c'est les meilleurs qui sont là. Et c'est pour cela qu'on attend de très beaux matchs, parce que le niveau de ces clubs-là est sensiblement égal, donc on aura en perspective de très beaux duels. Alors donc on invite déjà le public à faire le déplacement du stade municipal, terrain de basketball naturellement, pour regarder les basketteurs évoluer. Vous gérez les filles de l'étoile filante, c'est ça? Oui. Et elles sont prêtes pour la bataille? Bon, oui, disons qu'elles sont prêtes, mais pendant les playoffs, vous savez que toutes les équipes se bonifient. Et donc, souvent, il y a aussi des surprises. C'est vrai que sur le papier, on peut dire que l'étoile filante et CBS, pas de favoris. Par contre, chez les hommes, bon, c'est un peu difficile de prévoir ces 4 équipes-là, la modèle, l'étoile filante, Fighters et puis Swallows. Mais dans l'ensemble, nous, en tant qu'organisateurs, on aimerait avoir de beaux matchs, on aimerait que le public soit là et que ce public apprécie et accompagne surtout ces jeunes-là et accompagne aussi la Ligue. Et je profite en même temps de votre antenne pour appeler à toutes les bonnes volontés. Ce n'est pas encore tard, parce que pour le moment, on a pratiquement rien reçu. C'est la Ligue elle-même qui se démène pour organiser ces playoffs-là. Et on attend toujours les bonnes volontés, au moins pour que à la finale, les récompenses soient beaucoup plus à la hauteur de l'événement aussi. Pourquoi pas. Et cet après-midi déjà, on a dans le tableau féminin CBS Swallows. Ça devait être un match intéressant. Étoile filante modèle. Et on aura chez les hommes modèle Swallows, étoile filante Fighters. Rien que des matchs intéressants pour cet après-midi. Alors le niveau technique, quand on parle du basket togolais aujourd'hui, le basket à 5, on vient de jouer le 3 contre 3. Alors le niveau technique
c'est moyen, c'est passable, c'est médiocre. Que dites-vous? Bon, le niveau d'ensemble chez les filles a baissé, ça c'est vrai. Par contre, chez les garçons, on sent une certaine amélioration du niveau. Et les matchs sont beaucoup plus intenses. Et c'est vrai qu'on a eu une petite coupure de 6 semaines. Je ne sais pas comment les entraîneurs ont pu gérer cette période due à la CAN 3 contre 3. Mais dans l'ensemble, je pense que le niveau chez les garçons est moyen, mais chez les filles, c'est un niveau qu'il faut relever. C'est parce qu'il n'y a pas de compétition. Oui, voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas beaucoup d'effectifs pour ces filles-là, pour certains clubs aussi. Et donc, ça a fait que ce niveau a baissé. Mais paradoxalement, vous savez que le renouveau du basketball togolais même passe par le relevant du niveau du basketball féminin, parce que si chez les filles, si on fait un peu d'effort, on peut vite concurrencer même la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La preuve, lors du CAN 3 dernier, vous avez vu que ce sont les filles qui ont quand même fait tomber le Nigeria. Donc c'est un appel aussi à lancer au club de continuer à faire la promotion du basketball féminin. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de renouveau ou bien plutôt de découragement, peut-être plus de recul? Oui, de découragement parce qu'il n'y a pas de motivation, parce que c'est difficile de pratiquer le basketball sans rien avoir en retour. Les gens préfèrent s'adonner beaucoup plus à leurs activités, surtout. Ici, nous employons beaucoup plus les jeunes scolaires, parce qu'en période scolaire, c'est difficile de venir aux entraînements et de participer en même temps et de suivre en même temps son circuit scolaire. Donc, c'est un peu difficile. Mais bon, pour le moment, nous faisons avec les moyens que nous avons. Et c'est pourquoi on lance un appel pour un accompagnement, parce que sans accompagnement, les gens vont de plus en plus se décourager et la discipline aussi va s'éteindre petit à petit. Voilà, et je rappelle le programme de cet après-midi: CBS Swallows et Étoile Filante modèle chez les dames, chez les messieurs modèle Swallows, Étoile Filante, Fighters. Demain, le programme qui va être déroulé est modèle Étoile Filante chez les dames, Swallows CBS chez les dames, et dans le tableau masculin, Fighters Étoile Filante, Swallows modèle. Pour vous dire tout de ce qui va se passer au niveau des playoffs ce week-end, il y aura l'ambiance, il y aura vraiment du spectacle. Vous conviez le public à venir massivement. Oui, nous convions le public à venir massivement, comme à l'apothéose du 3 contre 3, parce qu'un match de basketball avec beaucoup de public, c'est un match souvent intéressant, parce que c'est le public qui fait le spectacle, qui encourage les joueurs à se donner. Et je pense que si on convie ce public, non seulement on les convie, mais on les promet il y aura peut-être des jeux ou bien des gageures aussi. Donc on convie ce public à venir nombreux dès ce soir à partir de 14h30. Très bien, Clément Gadegbekou, merci d'être passé, merci de venir nous voir. Il y aura du spectacle cet après-midi au stade municipal, terrain de basketball pour les playoffs en basketball. Nous y serons. Merci et à très bientôt. Et merci de faire confiance à la référence sportive. Nous allons parler maintenant du match Togo-Algérie de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, une qualification qui, selon beaucoup d'observateurs, s'affiche en pointillé désormais, mais nous sommes en football, tout peut arriver. Et avec Abbalo Dossé, nous essaierons d'en parler, et puis en même temps des U23 qu'il tient, la sélection olympique du Togo qui s'apprête à jouer le Ghana le 18 décembre prochain dans le cadre de la CAN de la catégorie. Alors, Jean-Paul Dossé Abbalo, merci d'être là, et quelques jours, sinon pratiquement une semaine après ce match, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Non, vous savez, c'est une défaite qui a fait mal, parce qu'on pensait vraiment gagner l'Algérie pour pas la tête du classement avant d'aller jouer au Bénin, mais c'est pas le cas.
Mais nos regards sont tournés maintenant vers le mois de mars pour préparer bien ce match. Et là, on a besoin forcément d'une victoire pour se qualifier. Et personnellement, moi, je suis vraiment confiant pour ce match. Vous êtes vraiment confiant alors qu'on sait déjà que les matchs contre le Bénin ne sont pas toujours faciles, mais vous n'avez pas peur par rapport à ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années là-bas? Oh non, mais ce qui s'est passé, je crois que c'est pas sur le terrain même, c'est en dehors. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la pelouse. Mais ça a déstabilisé les joueurs à l'époque. Oui, bien sûr, mais bon, je pense pas que ça va se répéter puisque que ce soit les Béninois, les Togolais sont conscients que pour le bien du football africain, il faut arrêter ce genre de choses. Je pense pas que ça va se répéter. Mais le match contre le Bénin, là-bas, c'est sûr qu'ils sont prêts. Les Béninois sont toujours chauds. Même chez nous, quand ils sont venus au match à l'Est, c'est un peu plus chaud aussi. Ils sont nombreux. Mais je pense que on peut aller faire la différence au Bénin. Et oui, qu'est-ce qui a pu causer une telle débâcle selon vous? La défense n'a pas été stable, elle a été fébrile, elle a pris beaucoup de buts en une demi-heure de jeu. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Non, c'est vrai que sur ce match, on avait déjà un souci par rapport à la défense. Quand on a vu que Djené et Hakim sont suspendus, on savait que ça allait être compliqué. Et je crois que ça s'est vérifié aussi. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont joué ne sont pas à la hauteur, mais c'est une question d'habitude aussi avec ses partenaires quand on joue en défense. Je crois qu'on a mis beaucoup de temps à rentrer dans ce match, mais après 3 buts, 3-1, on essaie de revenir au score, mais on n'a pas réussi. Je crois que les joueurs sont des professionnels, ils sont conscients de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Sinon, c'est vrai que c'est un score qu'on ne s'attendait pas du tout à ce score-là. Bien, on va écouter votre patron, Claude-Marie François Leroy, qui s'est exprimé juste après le match. Le jour où vous me verrez démissionner, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. C'est pas un match de football qui me fera démissionner, jamais, parce que je vais toujours jusqu'au bout de mes contrats. Bien évidemment, je suis très meurtri, très abîmé par cette défaite. Il y a des explications. On avait beaucoup d'absences, sûrement trop d'absences par rapport à l'effectif dont on dispose. Il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'en face, il y a une équipe d'Algérie cohérente qui en plus a eu, si vous regardez le match et les occasions, le maximum de réussite, puisque je crois que notre gardien a quasiment, en dehors des buts encaissés, fait aucun arrêt. Ce qui est quand même exceptionnel, savoir qu'ils ont une grosse erreur défensive sur le premier avec une double tête mal négociée et ce but qui termine en pleine lucarne malgré l'intervention même de la main de Sadat. Il y a pareil sur le deuxième, donc on a fait d'énormes erreurs défensives, naïveté, manque d'habitude de joueurs qui n'ont pas encore l'expérience du niveau international. Par contre, je vais garder un côté positif, c'est qu'ils n'ont pas baissé la tête, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec à nouveau beaucoup d'envie et qu'on peut regretter qu'on ait des quelques occasions qu'on ait eues, qu'on n'ait pas marqué un deuxième but qui aurait pu mettre le feu à la fin du match. Voilà, Claude-Marie François Leroy à l'instant, il parle de manque d'habitude, de naïveté. Mais comment peut-on expliquer ça si on sait que Claude tient cette équipe depuis 31 mois et il parle encore de manque d'habitude? Il y a eu beaucoup de matchs amicaux, toutes les journées FIFA ont été disputées, ont été jouées. Mais comment peut-on encore parler de manque d'habitude, de naïveté? Moi, je ne peux pas commenter le commentaire ou le discours du coach. Vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble, mais je pense pas qu'on a les mêmes idées aussi, hein, parce que s'il parle, moi je ne fais pas le discours qu'il a tenu, c'est compliqué pour moi de le dire. Mais quand il parle de manque de naïveté, je pense que si je comprends bien ce qu'il veut dire, c'est que sur le match, c'est vrai qu'on avait des carences, des absences que d'habitude de ces joueurs, des erreurs que nos joueurs d'habitude ne commettent pas. Mais sur ce match, c'est flagrant, on ne comprenait pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le tête? Ils ont été tués par l'enjeu du match? Mais ça, vous ne leur avez pas parlé? Non, mais vous savez, ils savent très bien, on a bien parlé toute la semaine, on répète. Après, le joueur, quand il rentre sur le terrain, comme je le dis, ils sont des professionnels. Moi, j'ai joué au football. On n'a pas besoin qu'on me motive ou bien on me dit des choses avant de faire mon travail. Mais là, je crois qu'ils sont conscients de l'enjeu de ce match. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, si on a perdu, c'est la faute aux joueurs.
crois qu'ils ont essayé, mais seulement l'Algérie, comme le dit le coach, l'Algérie en face avait une équipe très cohérente et qui était venue vraiment avec beaucoup de détermination. Donc c'est ça qui a fait, il faut reconnaître que dans notre équipe, il y a beaucoup aussi de jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de compétition, à ce niveau. Parce que là, plus on avance dans la compétition, plus les mois avant, vous allez voir encore au Bénin, ça va être encore la même chose, peut-être plus pire. Maintenant, si les joueurs ne répondent pas, ça c'est compliqué pour l'entraîneur parce que je ne peux pas savoir le joueur comment il peut réagir quand il rentre sur le terrain. Mais bien avant, tout ce qu'il faut leur dire pour les motiver, tous les consignes ont été donnés. Pouvez-vous dire aujourd'hui que le Togo a une équipe? Parce que cette même Algérie a été battue par un Bénin qui a évolué toute une mi-temps à 10, mais le Bénin a tenu. Mais c'est vrai que tous les matchs avec ces réalités, ces vérités, mais beaucoup ne comprennent pas cette débâcle, cette déroute des éperviers. Oui, mais nous-mêmes, ça nous a surpris, comme je l'ai dit. On était préparés, mais on savait que ça allait être difficile avec l'absence de certains joueurs comme Bebou, Dalax. On savait que pour jouer contre ces gens de qui, il faut tenir le ballon. Sauf qu'on avait perdu ces joueurs, quelques joueurs qui peuvent faire cette différence. Mais, comme vous dites, le Bénin a gagné l'Algérie. Mais l'Algérie a été tenue en échec aussi par la Gambie. Et nous, on a gagné la Gambie. C'est le football. Et comme je l'ai dit, le match, mathématiquement, on n'est pas encore éliminé. Et le match contre le Bénin, au Bénin, moi, je suis confiant et qu'on peut aller faire quelque chose. Le Togo a une équipe. On peut dire que le Togo a une équipe aujourd'hui solide dans tous les compartiments? Non, on ne peut pas dire qu'on a une équipe solide. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a dit tout à l'heure Hugues, il avait dit que les joueurs aujourd'hui, le Togo n'a plus les joueurs comme avant, effectivement, mais on essaie de faire avec ce qu'on a. Nous, on ne peut pas fabriquer les joueurs, hein. On essaie de prendre les meilleurs possibles pour pouvoir faire la différence sur nos matchs. Et peut-être que les journalistes, c'est ça qui dit, ouais, tel était fort, mais non. On en a parlé des joueurs qu'on a fait venir ici, mais qui n'ont pas répondu non présent. Mais il faut reconnaître, il faut savoir aussi que quand les joueurs arrivent, mais tout ce qu'ils donnent, ils font dans la semaine à l'entraînement, on le voit aussi. Si le joueur ne montre rien, c'est compliqué quand même de l'aligner. Alors aujourd'hui, beaucoup disent que c'est du gaspillage avec Claude Leroy parce qu'il a eu tous les moyens, il a joué tous les matchs de la journée FIFA, ce qui n'est pas le cas des entraîneurs qui l'ont précédé. Quand on prend par exemple Didier Six, il n'a pas eu ces moyens-là, mais il a quand même réussi à donner quelque chose au Togo, c'est-à-dire un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, Claude n'arrive pas, ne réussit pas au-delà de tous ces moyens à lui accorder. Comment l'expliquez-vous? Ouais, moi, c'est compliqué pour moi de l'expliquer, mais il faut dire qu'au temps de Didier 6, il y avait des joueurs qui étaient là aussi avant qu'il arrive. C'était des bons joueurs qui étaient vraiment, comment dire, dans leur progression. Mais aujourd'hui, quand Claude est arrivé, même quand nous, avant que Claude n'arrive, mais vous savez, on avait du mal déjà à faire une équipe parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de joueurs. Et comme je le dis, même si Claude part aujourd'hui, demain, dans 2 ans, ce sera compliqué même pour nous encore de faire des équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le monde, où sont les joueurs togolais? Où est-ce qu'on peut aller les trouver? Il n'y en a pas qui jouent au bon niveau. Mais aujourd'hui, l'équipe dont vous disposez est meilleure que celle qui a évolué en 2013, on peut le dire, hein, avec les qualités individuelles, avec l'équipe qui a évolué en Coupe du Monde, avec votre génération. Cette équipe, beaucoup le disent, a plus de talent que toutes celles-là. L'équipe d'aujourd'hui a plus de talent que l'équipe qu'on avait avant? Oui. Vous dites? Ah ben, je sais pas, mais bon, dans tous les compartiments. Oui, ils peuvent le dire, mais moi je pense qu'à notre époque, on était quand même solide. Hein. Vous savez, le football, c'est une question d'habitude de jouer ensemble. Si on prend l'équipe qui était qualifiée en Coupe du Monde et on voit le niveau de ces joueurs, je ne pense pas que c'est la même chose que cette année. Est-ce que Claude peut-être n'a pas créé une certaine scission autour du groupe? Il a passé son temps à dénigrer le terrain, alors que c'est sur ce terrain-là que les Algériens ont fait leur football et ont marqué 4 buts. Oui, mais c'est que le terrain, comme vous le dites, le terrain était pareil pour tout le monde. Mais quand vous dites que Claude a dit quelque chose, moi je ne peux pas commenter ou bien discuter ce que Claude a dit. Est-ce que vous ne lui dites pas d'arrêter de terrain sur le jeu? C'est ce qu'on dit, tout ce que nous on dit en privé, on ne peut pas le sortir. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui intervient pour vous dire ce qu'il y a, mais tout ce qu'on dit, mais on sait ce qu'on dit, hein, et de quoi on parle. Donc, vous savez, quand on est dans le staff, on ne peut pas se permettre d'aller dire, d'aller commenter tout ce que ça se dit, tout ce qui se dit à l'intérieur. C'est ça. Vous pensez qu'il fait mal? Non, je n'ai pas dit ça.
Je n'ai pas dit qu'il fait mal. Non, les résultats ne suivent pas. Je ne suis pas. Mais oui, moi, je ne suis pas Claude pour le dire. Il y a Claude qui pouvait vous expliquer. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Non, oui, mais ça arrive. Hein. Mais je crois que même des fois, vous ne devez pas être d'accord avec votre patron. Hein. Peut-être, oui, mais moi, contrairement à ce que les gens pensent, avec Claude, on discute. Hein. Et quand il voit qu'on a raison, il dit, ah oui, vous avez raison. Mais il ne change pas. Non, on ne peut pas dire qu'il ne change pas. Il ne fait qu'à sa tête. Non. Je ne peux pas dire ce que vous dites là, non, il ne faut pas chercher les petites bêtes, les trucs comme ça. Non, on discute. Mais le dernier mot, comme on le dit toujours, ça revient toujours celui qui est en tête, qui est Claude, qui décide après. Hein. Donc, nous, si on a notre avis, on le dit. Et après, il collectionne l'avis de tout le monde. Et après, c'est lui qui décide. Voilà, le sorcier blanc a ensorcelé tout le monde, finalement, mais pas du côté des résultats, selon beaucoup d'observateurs. Oui, Kader, vous étiez sûr. Vous avez dit que le Togo allait gagner en Gambie, ça s'est produit et vous avez répété que face à l'Algérie, ce sera encore une victoire. Cette fois-ci, c'était un naufrage et le Togo n'a pas gagné. Qu'est-ce que vous dites, vous? Franchement, Franck, bonjour aux auditeurs de la radio sportive 91.9. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Oui, parce que il y a des gens ici qui se moquent de moi parce qu'ils savent que je suis un fanat de la victoire des éperviers. Non, tout le monde est fan des éperviers ici, hein, tout le monde. Oui, franchement, à une semaine du match contre l'Algérie, j'étais tellement confiant. Je disais à mon entourage que le Togo allait gagner. À 4 jours du match, j'ai été déçu, tellement déçu. À 4 jours du match 4 jours du match. Lorsque j'avais appris qu'il y aura une croisade sur le stade, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On est en train de préparer un match. Maintenant, il y a une église qui s'invite sur un stade pour une croisade. Mais j'ai même écrit à mon ami Touré. Je dis, Touré, moi, je ne comprends pas nos autorités. Parce que nous, on était hyper concentrés pour ce match. Je ne sais pas qu'est-ce que cette croisade va apporter. C'est pour prier pour les éperviers, le problème. Non, c'est pas ça. Et la preuve que les éperviers étaient venus pour s'entraîner sur ce stade. Ils ont dû rebrousser chemin. Ils ne savent pas où s'entraîner. Tantôt, c'est à l'état-major ou bien à l'espace aéré de BCA ou bien à l'état-major. Et c'est ça. Ça, là aussi, peut déconcentrer les joueurs. Je vous dis, Franck. C'est vrai. C'est moi qui vous le dis. Et le dimanche, j'étais tellement déçu. Et le soir, je n'ai même pas pris votre nourriture. Ce que vous mangez avant de me coucher. Aïe, aïe, aïe. Parce que tout le monde se moquait de moi. Kader, c'est toi qui criais. Kader, c'est toi qui disais ci et ça. Et je leur ai dit. Donc, moi, je sais que cette croisade-là qui a tout foutu en l'air, selon vous? Selon moi, franchement. Franchement. Il n'y a pas d'autres aspects qui ont contribué à cette déroute? Et j'ai constaté que nos joueurs, je ne sais pas s'ils ont lâché leur coach. Je ne sais pas, c'est le pire entame de match que les éperviers ont fait depuis que moi je suis les éperviers. Parce que j'étais tellement étonné que les joueurs, je ne comprends pas. Je ne savais pas ce qu'ils avaient, ils étaient lourds, ils n'arrivaient pas à faire des passes. Et j'étais étonné. En 29 minutes, on prend 3 buts. Mais that's English. Moi, je n'ai rien compris. Vous vous demandez si c'est vraiment les éperviers. Voilà. Bien. On va écouter Latif Irouma, l'avis du confrère Latif Irouma de la rédaction de Sport FM. Le Togo devrait jouer libéré. On se disait, quel que soit le résultat de là, il fallait quand même gagner. Mais voilà que ce résultat venait faire quoi? C'est-à-dire que même en perdant, on n'est pas éliminé. On n'a plus de joueurs de haut niveau. C'est vrai. Djenda Konam était dans les tribunes. Mathieu de Séville est à Toulouse, c'est un haut niveau. Oui, d'accord, oui, c'est la Ligue 1. Aujourd'hui, la star du groupe, c'est Djenda Konam. Il joue en Liga. C'était déjà le cas en 2015, quand le Togo était en difficulté dans les éliminatoires, c'était sous l'ère Tchadile Tchakala. Lorsqu'on a quand même des situations avantageuses, c'est là-bas véritablement qu'on passe à côté des matchs. Ça date à de l'expérience.
même étant diminué physiquement, il a de l'expérience. On titube, on ne sait pas s'il faut aller au charbon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est les mêmes joueurs qui ont pratiquement joué contre la Gambie, contre le Bénin. Est-ce que c'est le discours qui n'est pas méthodique? Ou bien l'enjeu était trop lourd pour Quel enjeu? Lui ne sait pas s'il faut appeler le municipal terrain. Le discours, il ne passe plus. Je ne pense pas qu'avec Claude, ça peut marcher. Aujourd'hui, on n'a même pas d'équipe, on n'a pas de colonne vertébrale. Après 31 mois, on n'est pas éliminé, mais on joue trop avec les nerfs des Togolais. Voilà la réaction de Latif Yoruba. On va enchaîner avec celle de Manou Adiwanou, le confrère d'Actu Express. Claude Leroy n'arrive pas à comprendre que son temps est révolu et qu'il doit aller à un recyclage. Il fait la honte du Togo. De l'autre côté, son adjoint Adebayor, je pense qu'il a déjà tout donné au Togo. On ne va pas lui jeter la pierre, mais on lui dit tout simplement, à genoux, de libérer l'équipe nationale des éperviers du Togo. Qu'est-ce que vous avez vu dans le contenu togolais face à l'Algérie? Le contenu était vide au milieu. La défense avait beaucoup péché, tout simplement parce que les titulaires n'y étaient pas et les remplaçants n'étaient pas à niveau. Eux, tous sur le terrain, ils ont joué comme s'ils étaient des joueurs remplaçants des titulaires. Selon vous, à quoi cela est dû? Cela d'abord est dû à un mauvais casting de l'entraîneur. Deuxième chose, le système de jeu posé par Claude Leroy est un système qui a été rapidement mangé par les Algériens. Adebayor a été le maillon le plus faible parce que lui-même avait dit que ce terrain n'était pas bon pour son jeu. Ça voudrait dire que nous, les Africains, nous n'avons pas une dignité. Je crois que le Togo peut se qualifier encore. Voilà, Manou Adiwanou, bonne arrivée Mohamed Touré. Merci Franck. Tout va bien? Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui après cette défaite? On ne peut que sentir de la frustration. Oui, ça il faut le dire franchement. C'est un 4-1 à domicile. Mais c'est frustré. Bon, j'encourage mon ami Kader. Normalement, il devait manger parce que je pense qu'à 2 jours de la rencontre, il m'avait dit, franchement, Mohamed, avec ce qui se passe avec le pasteur, on risque de perdre le match. Sincèrement, j'ai dit, bon. Ça a été aussi le cas, souvenez-vous, avant le match contre la Gambie. On a pris aussi 4-1. Ça a été aussi les mêmes situations. Oui, vous savez, nous ne savons pas si de telles circonstances c'est pour préparer le match ou bien c'est pour préparer pour qu'on gagne le match ou bien pour qu'on perde le match. Mais seulement, moi, ce qui m'a tellement un peu déçu, est que nous tous ici, même mon frère Assis qui vient d'arriver, on avait trop compté sur Adebayor par ces déclarations. Je vous avais dit ici que moi, franchement, ces déclarations m'ont plongé, que vraiment j'ai peur pour ces déclarations. S'il n'est pas là pour tuer l'équipe avec de telles déclarations, franchement, on a vu le match contre le Bénin. Et Artis m'avait dit que non, le Bénin n'est pas l'Algérie. Mais pourtant, je pense qu'il faut qu'on soit honnête avec l'Algérie. On a joué à 10 contre 11 jusqu'à la sortie d'Adebayor. Ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Quand Adé était sur le terrain, on était à 10 contre 11 contre l'Algérie. Ça, il faut qu'on le dise. Moi, franchement, c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que j'ai observé. Vous savez, il faut savoir arrêter. Il faut savoir arrêter. L'entraîneur adjoint, il est là. Au moment où Adé a commencé à progresser, à ce match, c'était l'étoile brillante. Koubatia Kader qui était là, il a eu plus son courage à me dire que non, il y a des jeunes qui montent, nous devons laisser la place aux enfants. Il faut savoir s'arrêter. Adé, il a servi ce football au moment où les gens le taclaient de gauche à droite. Moi, j'étais contre, j'ai dit que non, c'est la star du pays, il faut lui donner le respect. Mais aujourd'hui, Adé doit comprendre que c'est fini pour lui avec la sélection. Il doit laisser la place aux enfants. Quand on a vu, quand la sortie d'Adé, je l'avais dit la fois passée ici, si Adé n'est pas sur le terrain, vous voyez comment là-bas, Fodo, tout le monde s'exprimait librement. Mais quand il y a un aspect négatif qui agit sur les autres. Donc franchement, moi, il faut qu'on se le dise. Et surtout avec le discours de l'entraîneur, si ce qu'on j'avais dit ici, une fédération responsable au niveau de la sélection nationale, on ne doit pas attendre que Claude démissionne. Quand il refuse de démissionner, on doit le démettre. Ça, il faut qu'on le dise. C'est parce que nous n'avons pas une fédération. Au niveau de la sélection, je ne vais pas parler de la fédération, je vais parler des représentants de la fédération. Si le roi, normalement, on doit les virer. On doit les virer s'il suffit de partir. La fédération est quand même libre de le laisser aller jusqu'à la fin de son mandat. Oui, là où on va faire le compte. Aujourd'hui, Claude, quand ça ne marche pas, on voit qu'il veut nous plonger. Là, on doit arrêter. Peut-être qu'il n'y a pas ça dans le Non, même s'il n'y a pas dans le clos, actuellement, le peuple togolais est en train de sombrer. Nous sommes en train, le football togolais est en train de disparaître. Si je reviens aujourd'hui sur la déclaration du coach qui a été courageux, mais là où je ne suis pas d'accord avec lui en disant que dans 2 ans, on n'aura pas les joueurs au Togo, parce qu'on est dans le monde entier. Non, ça c'est faux.
c'est faux. Si nous avons, même sur le plan local, même au niveau des premières divisions, des deuxièmes divisions, je vous dis, même si on va mettre à la plage, on peut former une équipe au Togo. Si on a des bons techniciens, on peut former une équipe au Togo. Il y a des joueurs, il y a des éléments. Seulement, on s'est trop basé sur le discours de Claude Leroy qui est en train de divertir le peuple togolais en parlant de sa philosophie, en laissant d'autres joueurs, en disant que c'était lui, ceci, celui. On a vu le jour là, tout le monde est là. Nous avons vu ce qui s'était passé sur le terrain. Franchement, c'est lamentable. Mais de toutes les façons, je ne veux pas trop amputer la responsabilité à la sélection nationale. On se demande qu'est-ce que le pasteur venait chercher le Togo. Aujourd'hui, Adébor qui disait que le terrain n'est pas bon avec son Claude Leroy. Peut-être qu'ils n'ont pas eu suffisamment le temps de s'entraîner sur le terrain. Ils viennent pour s'entraîner, on les envoie ailleurs. Donc, ça peut jouer aussi. Vous voyez, donc, les autorités aussi, peut-être, on ne sait pas. Nous préparons pour le match ou bien pour qu'on gagne ou bien pour qu'on perde. Il faut qu'on se... C'est les interrogations. On a également en studio Théodore Blocport, c'est le président des Amis du Monde. C'est quelqu'un qui aime le football féminin. On va en parler parce qu'il y a une CAN qui se dispute au Ghana. Mais là, je voudrais lui souhaiter bonne arrivée. Bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Comme le veut Dieu. Bien, donc c'est Dieu qui veut tout. Ah oui. Vous voulez vous prononcer un peu sur les hommes? Vous aimez le foot féminin, c'est vrai, oui. Mais c'est sûr que vous aimez aussi la sélection nationale. Oui, je peux me prononcer, mais moi je vais d'abord dire que c'est l'entraîneur qui, selon moi, n'a pas bien fait son travail. Oui, je m'explique. 31 mois pour préparer une équipe et on a 2 suspensions et on ne trouve pas de remplaçant. J'ai dit que ça, c'est une erreur de l'entraîneur. Parce que pour moi, c'est les arrières qui jouent le football. Si au niveau de l'arrière, l'entraîneur pendant 31 mois n'a pas su trouver des remplaçants pour les titulaires, pour qu'au moment où nous avons eu cette difficulté, qu'on puisse rapidement appeler ceux-là qui était selon moi, qui devrait être selon moi dans le groupe, et que ce soit en ce moment qu'on court à gauche, à droite pour aller chercher des joueurs. Je dis c'est une erreur de l'entraîneur. Moi je ne vais pas tourner autour du pot. C'est une erreur. Ce n'est pas au moment où on a eu des difficultés qu'il faut maintenant courir chercher quelqu'un qui n'était pas dans le groupe pour l'amener jouer. Le coach Abalo l'a dit tout à l'heure, c'est une question d'habitude. Quand vous jouez ensemble, il y a des réflexes qu'on acquiert, et c'est ça qui nous a manqué la dernière fois contre l'Algérie. Une qualification est encore possible, mathématiquement? Non, moi, je ne vois même pas la chose comme ça, parce que moi, j'ai une autre conception des choses. On va se qualifier pour aller à la CAN, pour aller faire quoi? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Et chaque fois, c'est ce qu'on dit. Quand Claude est venu ici, il nous a dit que l'objectif, c'est de se qualifier pour la CAN. C'est ça l'objectif de notre pays. Claude n'a jamais dit qu'on va aller gagner la CAN. Donc, si par hasard on arrive à gagner le Bénin et qu'on se qualifie pour la CAN, le travail de coach, comme on appelle, Claude est terminé, il a bien fait son travail. Je dis non, il faut qu'on voit un peu plus grand, qu'on cherche nous aussi à gagner la CAN plutôt qu'à se qualifier pour la CAN chaque fois. Donc moi je me dis que qu'on gagne au Bénin ou pas, pour moi c'est pas ça. Oui. Bon, Jean-Louis Koudionou est arrivé, on va le retrouver avant de donner la parole à Balo Dosset peut-être pour conclure. Jean-Louis Koudionou, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Bonjour Franck, ça va, par la grâce de Dieu, on voilà. tient. Hein? Oui, vous tenez, une semaine après, qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez fait des analyses certainement autour de cette défaite du Togo, un match qu'il ne fallait pas perdre, mais le Togo a finalement perdu contre l'Algérie ici, 1-4. Oui Franck, il faut qu'on essaye d'économiser un tout petit peu le temps, au lieu de faire des redites. Tout ce que les uns et les autres ont dit, je pense que c'est réel et que il faut qu'on commence par tirer des enseignements des erreurs qu'on a commises jusque-là. C'est très important parce que c'est dommage que l'équipe togolaise qu'on a vue la dernière fois, méconnaissable, on a beaucoup fait confiance à ces jeunes-là. Tu sais, il y a l'expérience. Moi, j'ai toujours dit, le tout n'est pas de faire partir l'ancienne garde. Il y a certains éléments clés qu'il faut garder. Maintenant, amener des jeunes joueurs pour graviter autour de ces anciens cadres-là, pour qu'ils puissent tirer des c'est pas le travail qui se fait depuis 31 mois?
Mais on laisse, on prend un autre. C'est un peu ça au niveau de la convocation des sélections. Vous avez vu, ça n'a jamais été homogène jusque-là. Il y a des gens qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Donc il n'y a pas de régularité dans les performances. On ne peut qu'arriver à ce résultat. Donc je me dis, c'est très dommage. Je vais aborder dans le sens du président Bloko tout à l'heure. Se qualifier pour la CAN, ce n'est pas l'objectif du football togolais. On a mieux que ça à faire. C'est quoi? Et depuis 15 ans, moi, quand je passe sur les médias, je dis, allons à la préparation de la jeunesse, de la jeune garde. Commençons toujours par les minimes, les cadets, les juniors. Ce n'est que par là qu'on peut tirer des joueurs. Maintenant, arrivé à un niveau, il y a des joueurs qui peuvent être sollicités ailleurs, dans certaines villes de France, d'Afrique et tout. Avec cette allure, on va commencer petitement par former. Je reprends encore. On a conseillé, moi en tout cas, je ne sais pas si c'est l'État. Hein. Normalement, quand on convoque 25 joueurs à peu près, moi je souhaite qu'on en convoque 30. Le tout de faire venir le reste, les 5 là, pour qu'ils puissent assister à la séance, à la préparation qui se fait, et à un certain moment, voilà, comme le cas est arrivé là. Et on n'a plus d'éléments pour étoffer cette équipe avec, comme Claude même lui disait, la naïveté de ces joueurs-là. Comment en sélection, en équipe nationale, vous parlez des joueurs naïfs? Et ça, je ne peux pas comprendre des termes comme ça. Moi, tu sais, tu me connais, je n'ai pas l'habitude de critiquer un entraîneur, parce que c'est un travail immense et impardonnable. Donc, il faut savoir s'y prendre. Donc, vous pensez que Claude ne fait pas les choses comme il faut, c'est ça? Un peu de ça, oui. Globalement, oui. Ah bah non, oui. Monsieur Gavissou, oui, rapprochez-vous du micro. Oui. Gavissou, Dogbatier, ancien joueur et entraîneur d'Agaza, oui. Que voulez-vous dire? Moi, je pense que le système que l'entraîneur a mis en premier mi-temps, là, 4-2-3-1, c'est un système défensif. C'était ça, Jean-Paul? C'est ce qu'on a dit à la radio, 4-2-3-1. C'est un système défensif que jouaient les Allemands et les Italiens quand ils ont marqué les buts. Et après, ils veulent sauvegarder leur but. Donc, 4-2-3-5 en premier mi-temps. 4-2-3-1. 4-2-3-1 en premier mi-temps, ce n'est pas faisable. Les gens sont venus chez nous. Nous devons faire l'attaque à outrance. L'attaque à outrance. C'est vrai. Si ce n'est que le kick en roche. La deuxième chose, est-ce que Claude a pris l'équipe d'Algérie en vidéo pour voir comment est-ce que l'équipe là marche? Son ancien, son adjoint. Et puis, les Algériens, eux aussi, ils ont pris notre équipe en vidéo. Et ils ont vu nos points faibles et nos points forts. Koulou Maglibé, qui joue au latéral, vous avez constaté quand il monte, il n'y a personne pour le suppléer en bas. Or, Mahrez, il faut lui placer quelqu'un. Si vous lui placez quelqu'un, quand la personne la part, il faut que ça doit être 2 personnes qui doivent le prendre parce que il faut le harceler. C'est ce que c'est le joueur qui est le plus dangereux de l'équipe. Il faut mettre deux joueurs sur un seul adversaire, c'est libérer le passage pour les autres. Il faut donner la possibilité aux joueurs il faut le conscientiser sur le travail qu'il attend. Il faut le conscientiser sur le travail qu'il attend. On va terminer. Allemagne, France. Ouais, on se rappelle bien. Michel Platini, il était très dangereux. Qu'est-ce que l'entraîneur a fait? Il a placé Stiliké. Oui, Stiliké. Le défenseur Stiliké, qui souverain comme son nombre. Oui, vous avez parlé de 82. Oui. Est-ce que ça se fait encore comme ça? Ça dépend de l'entraîneur. Ah oui. Ça dépend de l'entraîneur. Voilà. Donc, visiblement. Oui, Abano. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Avant de revenir là-dessus, c'est pour répondre un peu au coach qui disait qu'on doit visionner les matchs des Algériens. Ça, je peux vous dire que vous l'avez fait. Même les joueurs agissent individuellement.
ça a été fait, même en présence des joueurs. Deuxième chose, par rapport à Touré qui disait tout à l'heure que quand je disais que dans 2 ans on aura du mal, oui, je dis que dans 2 ans on aura du mal à avoir une équipe. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une bonne équipe dans 2 ans, c'est maintenant qu'il faut préparer l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs qu'on a, c'est possible encore dans 2 ans qu'on peut tirer quelque chose d'eux? Pour moi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est pour ça que Claude est là, non? Moi, je vous poser la question à Claude dans ce cas. Mais invitez Claude à travailler ensemble. Mais vous avez les mêmes objectifs. On a les mêmes objectifs. Oui. Mais il est mon chef. Il ne l'écoute pas. Laurent ne peut pas lancer capitaine de l'équipe nationale. Il n'a plus confiance à Chevalier. Vous avez les mêmes objectifs. Oui, on a les mêmes objectifs de qualifier le Togo pour la prochaine CAN. Mais en même temps, je ne suis pas décideur, comme je le dis. Mais quel que soit ce qu'on fait, c'est le coach qui décide, qui décide. Donc, c'est compliqué que moi, j'aille au-dessus de lui. Donc, mais je peux vous dire qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour faire avancer cette équipe. Votre question, j'ai un peu oublié. Oui, elle revient toujours. Oui. La suite, vous avez 4 mois pour préparer un match commando pour aller gagner au Bénin. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va être fait? Maintenant, on va récupérer les joueurs qui sont suspendus, ou plus ceux qui sont blessés. On va essayer de les suivre pour voir s'ils jouent régulièrement, parce qu'il faut des joueurs qui sont vraiment en compétition pour pouvoir jouer ce match. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est l'objectif du coach. Je crois qu'il va aller voir les joueurs et discuter avec eux. Et je pense que les joueurs... Il le fait toujours. Oui, il le fait toujours, mais il faut toujours continuer. C'est un travail qu'il faut toujours continuer à faire. Hein. Et en plus, les joueurs, quand on dit les conseils, quels conseils on n'a pas donné aux joueurs? Je crois que le football de haut niveau, à un moment donné, c'est les joueurs eux-mêmes qui se décident. Tout à l'heure, Kader disait que les joueurs ont lâché leur entraîneur. Ça, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, quand les joueurs sont sur le terrain, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Ou bien les joueurs entre eux aussi, des fois, ils se disent des choses que nous, ils se parlent, que nous, on ne sait pas. Donc, si, moi, je ne pense pas que c'est le cas. Mais je crois que ce sont des professionnels, ce sont des gens qui réfléchissent. Ils savent très bien que le match contre le Bénin, c'est un match décisif, qu'il faut qu'ils soient vraiment prêts. On l'a dit, ceux qui ne jouent pas beaucoup, mais essayez de faire quelque chose à côté. Même si les travaux, c'est pas l'équipe nationale qu'on vient pour faire certaines choses. C'est trop tard parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, est-ce que nos joueurs sont conscients de tout ça? Ça, on ne peut pas vous le dire. Nous, on essaie de voir ceux qui sont meilleurs pour les rassembler pour jouer. Maintenant, quand ils viennent, on essaie de leur donner les conseils qu'il faut. Mais après, sur le terrain, c'est les joueurs aussi. Moi, j'ai connu autant de coachs. Quand on revenait, le coach il ne dit pas plus que ça. Hein. Mais quand on voit que ça ne va pas, nous-mêmes sur le terrain, des fois, on se parle et on prend des décisions. C'est là les vrais joueurs. C'est là les joueurs, les professionnels. C'est là qu'il faut décider. C'est pas seulement l'entraîneur qui doit tout dire. Non. Oui, mais dans la plupart des cas, c'est le discours de l'entraîneur qui transcende le groupe. Vous avez parlé de Keshi, par exemple, qui ne parle pas beaucoup. On a comme l'impression que Claude parle beaucoup, mais ne fait rien. Non, ne tournez pas les choses. Je fais une comparaison. Keshi nous parle. Oui. Mais après, sur le terrain, nous aussi, des fois, on se parle, on se dit, non, c'est ça, exactement. Et Claude aussi, il parle, et le joueur. Mais là, le joueur aussi. Mais des fois, eux aussi, ils doivent prendre leur responsabilité. Mais oui, pour dire, mais ça, on m'a demandé, mais à un moment donné, non, je pense que si je fais ça, oui, parce qu'après, sur le banc, on ne voit pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur. Hein. C'est pour ça que des fois, les joueurs, il faut qu'ils parlent. Mais là, je ne renvoie pas la balle aux joueurs pour dire que c'est leur faute. Mais je dis que c'est un tout. Mais à un moment donné, le football de haut niveau demande qu'il y a des joueurs qui, des fois, ils prennent des décisions, ils se décident. C'est ça. Oui, quand il prend ces joueurs-là, c'est sûr qu'il les trouve compétitifs. Il sait qu'ils sont forts. Voilà pourquoi depuis des mois, il les rappelle, ils viennent en sélection, ils font ce qu'ils doivent faire avec lui. Mais là, le résultat ne suit pas. Les matchs officiels gagnés par Claude, on les compte au bout des doigts. Ça, c'est notre problème. Oui, mais ça fait un problème. Oui, vous ne trouvez pas que c'est difficile? Il ne gagne pas de match officiel. Même dans les matchs amicaux, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a gagné? Les matchs contre l'île Maurice, contre l'Ouganda, contre, je crois, le Mozambique, et puis ça s'arrête là. Ça, c'est compliqué, parce que c'est pas l'entraîneur qui joue. Moi, je vous le dis. L'entraîneur, il essaie de donner... Mais on l'a fait venir pour faire gagner l'équipe. On a dit, oui, c'est l'entraîneur de haut niveau, ou bien... C'est ça, non?
Ah ben non, je sais pas, c'est toi qui le dis. Moi, je sais pas. Mais Claude, s'il te plaît, dis-moi. Oui, rapidement. Oui, parce que sincèrement, quand Jean-Paul disait tout à l'heure, la responsabilité des joueurs, c'est très 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 important. C'est très important parce que quand vous venez en sélection, on est pratiquement plus de 6 millions dans ce pays. Pourquoi c'est 20 personnes qu'on appelle en équipe nationale? Quand on vous appelle, et de toutes les façons, on n'entraîne pas en équipe nationale. Hein. On n'entraîne pas en équipe nationale. Mais le discours et les dispositions tactiques sont les points essentiels en équipe nationale. Maintenant, quand on vous fait les cours ou les séances, vous participez aux séances, chacun dans sa chambre doit essayer de mijoter quelque chose dans Vous sa pensez tête. que c'est la faute aux joueurs? Beaucoup de joueurs. Quand vous n'êtes pas en forme, dites-le, déclarez-le. Mais si c'est la faute à beaucoup de joueurs, pourquoi le coach les convoque alors? Ben, tu sais, il y a des joueurs qui simulent. Non mais ça je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand l'entraîneur convoque un joueur, on ne dit pas que c'est la faute. Je ne dis pas que les joueurs ont péché, mais ils n'ont pas eu la volonté de défendre les couleurs togolaises. C'est vrai? Oui. Vous trouvez? Il y a beaucoup de choses. Et puis, au niveau du staff technique, pendant 2 ou 3 séances auxquelles moi j'ai assisté, il y a Akolo Bilal qu'on faisait jouer le télé rouge. Mais est-ce qu'à un moment, en tout cas les dernières séances, j'ai pas assisté, hein. Les 2 dernières séances, j'ai pas. Est-ce qu'à un moment, on a pu retirer la confiance à Akolo Bilal pour confier à Kolo Matlibé? C'est ce qu'on se demande. Parce que toute la semaine, on a vu Akolo, on n'a pas vu Kouloun. Ça aussi, c'est des erreurs. Je ne sais pas si c'est le jour de match maintenant. On lui dit, écoute, hein, bon, on a beau faire avec lui, bon, on a vu qu'il ne peut pas tenir, donc tu reviens à ton poste. Et là, franchement, il est fragilisé. Il est fragilisé sur les difficiles. Le match qu'il devait faire là, c'est ça qu'il a fait. Ah oui, voilà. Le coach a dit que je te reconvoque les meilleurs pour faire avec. Mais actuellement, ceux qui ont été convoqués, tous ne sont pas meilleurs. Adé, il est meilleur en quoi? Notre gardien, qui ne joue pas pratiquement au Cameroun, le championnat camerounais ne dépasse pas tellement le championnat togolais. Il n'est pas meilleur. Il y a toujours une opacité. Il ne faut pas seulement prendre l'avion pour dire qu'on est meilleur. Ça, c'est la faute aux joueurs, oui, donc, à l'entraîneur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, sinon, s'il faut prendre les meilleurs, je vous dis, sans parler de professionnels, oubliez de quoi, nous avons les meilleurs au Togo ici. Bien. Oui. Aristide Kouvidien, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Oui, vous avez eu 1 minute pour vous prononcer sur cette situation, parce qu'on va passer à autre chose. Et l'entraîneur adjoint doit pouvoir partir. Oui, vous savez, le dimanche dernier, nous avions tous vécu une soirée cauchemardesque parce que le Togo a perdu. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, mais on s'attendait aussi à voir, les joueurs togolais dans un style de jeu. Vous vous rappelez, on avait fait le débat ici le samedi dernier avec ce système de jeu dont je vous parlais. C'est pour ça, par exemple, je ne suis pas un peu d'accord avec le doyen qui parlait de 82. Aujourd'hui, nous sommes dans un football moderne. Vous savez, la France a gagné la Coupe du Monde 2018 avec le système 4-3-2-1. Le 4-2-3-1. Alors, vous avez vu, lors de la Coupe du Monde, il faut des joueurs pour ce système. C'est-à-dire que le Togo n'a pas eu des joueurs pour. Quand vous prenez par exemple la France, avec Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphaël Varane et Benjamin Pavard en défense, c'est des joueurs qui sont dans des grands clubs, qui travaillent au jour le jour. Dans le milieu, au niveau du milieu solide, où vous avez par exemple un Golon Kanté qui a touché 365 ballons tout au long de cette Coupe du Monde, vous comprendrez en même temps que c'est des joueurs qui peuvent véritablement être libres dans ce registre. Les joueurs togolais n'ont pas le niveau, c'est ça? Non, je ne parlerai pas de niveau, mais je dirais quand même que c'est des joueurs qui ne peuvent pas faire l'affaire, c'est-à-dire dans ce système de jeu. Vous savez, le Togo avait la possibilité, puisque l'Algérie évoluait en 4-3-3, le Togo avait la possibilité soit d'évoluer dans ce système classique 4-2-3-1 ou évoluer dans le 4-4-2 classique. Oui, c'est-à-dire que au niveau du 4-4-3, on va nommer Aristide entraîneur. J'ai souvent l'habitude de vous dire qu'avec le 4-3-3, c'est un système version club. Un système version club en ce sens que les 3 joueurs, c'est-à-dire au niveau des 3 attaquants, les 2 qui sont sur le côté, doivent être très forts. Le système de la France. La France, c'est pas. Non, je parle du 4-3-3, utilisé par l'Algérie. C'est-à-dire que c'est un système version club où les joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble se retrouvent dans ce système. C'est-à-dire que jouer avec 3 milieux de terrain, ça veut dire que les 2 joueurs qui sont sur le côté, les 2 attaquants, doivent revenir pour soutenir les 3 qui sont dans le choix est raté la dernière fois, c'est ça? Je crois que c'est les joueurs
qui ne se sont pas adaptés au système de jeu de l'entraîneur. Parce qu'en réalité, dans ce système, Adebayor était le seul en pointe. Voilà, Adebayor n'était pas obligé de marquer. Mais les autres peuvent faire le jeu. Et quand il est en pointe, il va faire quoi? Non, mais écoutez, est-ce que tout au long de la Coupe du Monde, vous avez vu Olivier Giroud marquer dans ce même système? C'est la même chose. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, écoutez Franck Mignama. Non, il a ça. Grand rôle. Giroud jouait un très grand rôle avec l'équipe de France. Non, mais je n'a pas marqué durant cette Coupe du Monde. Mais laissez-moi expliquer. Oui, terminé. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Avec Olivier Giroud, par exemple, Olivier Giroud, vous avez vu que il y avait 3 milieux offensifs qui étaient derrière lui. Mais il était là, les autres doivent faire le jeu pour lui. C'est ça, c'est un système qui permet d'aller en compte. Quand vous avez un attaquant en pointe, les autres doivent jouer le rôle pour lui. Mais est-ce que dans ce match, vous avez vu les autres jouer le rôle pour Adebayor? Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, l'entraîneur devait changer de système. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si Adebayor ne se retrouvait pas, on devait aller dans le 4-4-2. Vous avez vu en seconde période de jeu avec Mlapa et Kevin, ça a quand même chamboulé ou ça a quand même donné quelque chose de concret. Alors c'est pour ça que je dis tout simplement qu'on parle d'Olivier Giroud. C'est vrai qu'un attaquant doit marquer. Un attaquant, quand on parle d'un attaquant, il doit marquer dans n'importe quelle condition. Mais c'est dans le système de jeu dans lequel on vous met que vous devez véritablement vous adapter. Moi, je pense quand même que pour les prochaines fois, on n'est pas obligé aujourd'hui de juger dans ce système quand on sait que l'adversaire en face joue dans un système qui peut nous mettre en difficulté. La dernière fois aussi, j'avais parlé de Bensé Baini. Bensé Baini, je vous dis que c'est un joueur extraordinaire, qui est très fort. Regardez, lors de la première rencontre jouée le 11 juin à Blida en 2017, rappelez-vous, c'est lui. Il a fallu un retourné acrobatique donc de Bensé Baini pour sortir la frappe ajustée par de là-bas dans le but de Mboli. Je vous dis, il faut avoir une connaissance parfaite donc de son adversaire. C'est pour ça, c'est vrai. Ça n'a pas été le cas pour Claude, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Mais pourquoi est-ce qu'on veut personnaliser le débat sur Adebayor, Thierry Dakonam, Claude Leroy? C'est-à-dire qu'on ne personnalise pas le débat. On ne personnalise pas. C'est lui qui a coaché. On gagne mis en place le système. Franck Mignama, on gagne en place. C'est l'entraîneur. Oui, mais vous voulez qu'on ne parle pas de lui? Non, mais ce que je dis, oui. C'est-à-dire on gagne en équipe et on perd en équipe. Mais si on doit perdre et on doit imputer la responsabilité à quelqu'un, la première personne, c'est le sélectionneur parce que le sélectionneur, il est jugé sur la base des résultats. Le Togo n'a pas eu de résultats, là, il a échoué. Je crois qu'il en est conscient. Maintenant... vous parlez à sa place? Non, mais comment je parle? Moi, j'analyse. Moi, je suis conservateur. Oui, il est conscient. Parce que je dis, un entraîneur est jugé sur la base des résultats. L'entraîneur n'a pas gagné. Il ne va pas quand même dire que oui, bon, il ne doit pas se justifier. L'entraîneur a échoué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, le second aspect que je suis en train d'aborder, c'est quoi? Vous ne me laissez pas développer mes idées. Parce que l'autre roi va partir, un autre va venir, vous allez rester toujours pas parler d'entraîneur. Renvoyez. Qu'est-ce que disait si ça fait que vous l'avez renvoyé dans ce pays? Stéphane Kessi, Henri Stambouli, Jean Thyssen, Hubert Velud. Revoyez le parcours de tous ces entraîneurs. Est-ce que véritablement le problème c'est l'entraîneur ou bien c'est les joueurs? La plupart des équipes qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des joueurs qui ont des binationaux. Regardez par exemple avec le Cameroun la dernière fois, les Ngadeu, les Teke, les Fabrice Ondoa, qui n'avaient même pas de temps de jeu dans son équipe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est l'entraîneur camerounais qui n'avait pas fait le travail ou c'est les autres entraîneurs? La plupart des joueurs, c'est des joueurs qui sont la plupart des binationaux et qui s'entraînent dans de meilleures conditions. Ici par exemple, regardez comment nos locaux s'entraînent. La Zambie a gagné la CAN en 2012 sans les binationaux. Non mais écoutez. Oui, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Moudib, oui, va réagir. Et on va terminer avec le coach parce que je le vois, il regarde sa montre. Oui, bonjour. Oui, bonjour Franck. Oui, comment vous allez? Le débat devient très passionnant. Oui, prononcez-vous rapidement. Oui, je pense quand même que le doyen tout à l'heure a souligné deux aspects. Lorsqu'il parlait tout à l'heure de plan anti-Mahrez, il a également parlé de système de jeu. Écoutez, aujourd'hui, moi je pense quand même que c'est un échec collectif. Pourquoi il faut dédouaner aujourd'hui le staff technique et accuser les joueurs? En tout cas, c'est mon humble avis, je pense que c'est pas possible. Écoutez, qui fait le choix des joueurs? C'est le staff technique. Et quand on me dit que les joueurs ne se sont pas transcendés, écoutez, moi personnellement, je ne suis pas totalement d'accord sur ce point. Parce que lorsqu'on décide de jouer avec un seul attaquant devant, ça veut dire qu'on a peur de l'adversaire, on ne veut pas marquer. Excusez-moi, c'est mon analyse. Lorsque vous jouez contre une équipe algérienne qui vient Lomé, d'abord, écoutez, dans son match, cette équipe savait pertinemment que même un match nul la rangeait et que vous décidez de donner la balle à l'adversaire, vous ne pouvez que prendre 4 buts à 1. Est-ce que aussi il ne faut pas prendre des précautions parce qu'on sait peut-être que l'équipe algérienne est plus forte que celle du Togo?
Oui, il faut prendre des précautions, mais de quelle manière? C'est la manière aujourd'hui qui cause problème. Aujourd'hui, selon moi, on a une équipe qui est incapable de faire de mal à une mouche. C'est pas vrai ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la... Et c'est la faute à qui? D'abord, je parlerai d'échecs collectifs et ensuite, un casting qui a été faussé au départ. Claude Leroy, dès son arrivée dans cette sélection, en tout cas, on avait quand même un noyau. Il a voulu recommencer avec sa méthode, la nouvelle donne de Claude Leroy. Mais je pense aujourd'hui que nous sommes là à encore parler de disposition de pions, de qui doit jouer, qui ne doit pas jouer, du choix des joueurs. C'est dommage. C'est dommage. Nous sommes peut-être à quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et au moment où les autres équipes pensent peut-être à comment faire pour avoir leur ticket, nous sommes là encore à faire des débats autour des choix des joueurs. Je pense que ça prouve combien de fois on a faussé notre base. C'est tout simplement ça, Franck Mounyama. Oui, Abalo, on vous donne la parole, oui. Non, je crois que tout à l'heure, quand on parlait, moi on ne dit pas que c'est la faute aux joueurs. Moi, je suis un entraîneur, je ne peux jamais incriminer les joueurs pour dire que c'est leur faute sur la période de match, ça jamais. Mais je crois qu'Aristide, à un moment donné, parlait de quelque chose, de développer quelque chose. Je crois que, oui, ou bien notre ancien Jean-Louis Goudonou, il parlait. Comme je dis, quand on met quelque chose en place, à un moment donné, comme je le dis, les joueurs décident des fois aussi. Oui. Ça, on ne dit pas que c'est la faute des joueurs si on a perdu ou pas. Nous, on a perdu, on prend notre responsabilité, on le prend pour nous, le staff, que oui, c'est nous, on n'a pas fait peut-être notre boulot. Mais, comme je dis, je ne sais pas comment il s'appelle, Moudib, oui, les torts sont partagés. Nous, on assume la défaite, mais on sait qu'on n'est pas encore éliminé. Nous, mathématiquement, on n'est pas encore éliminé et on va ça vous donne une certaine motivation. On est très motivé, et on essaie encore de chercher des joueurs pour voir si on peut trouver encore qui sont capables de jouer à ce niveau, parce que le football à l'équipe nationale, c'est le football de haut niveau, c'est compliqué. Les joueurs dans le championnat, Koudagba qui marque, vous ne lui faites pas confiance. Mais non, mais moi, c'est que ce que je vous dis tout à l'heure. Moi, le choix des joueurs pour jouer ce terrain ne provient pas de moi. Vous ne faites pas de propositions? Non, mais si, comme je l'ai dit, on parle des choses que moi, je ne peux pas vous dévoiler. Après, c'est les entraîneurs qui prennent, qui a le dernier mot. Ça, j'ai l'impression qu'on a du mal à comprendre ça. Moi, je ne dis pas. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne m'écoute pas. Ou bien j'ai fait ce professionnel. Non. À l'entraîneur de décider. Oui, le staff a fait ça. Non. Dans un staff, oui, il y a tout le monde. Mais il y a quand même le patron de staff qui décide. Donc, alors, arrêtons de dire, des trucs comme ça, comme le dit, que c'est non, ça c'est n'importe quoi. Donc, vous parlez. Oui, et comme je le dis, il ne vous écoute pas, il prend sa décision. Non, je ne dis pas qu'il ne m'écoute pas. Quand tu veux parler à Claude, il écoute. Et il demande notre avis. Mais qui a le dernier mot? C'est lui. Après, quand il met quelqu'un, qu'est-ce que tu vas dire, même si tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu vas dire? Bien. Rien dit. Donc c'est lui qui décide. Donc il faut que les gens comprennent ça, que c'est le chef, c'est lui qui décide. Vivement la chance pour mars 2019. Oui, vous avez une un petit mot par rapport à ce que le coach a dit, que de ne pas accuser tout le staff. Mais le coach, si je comprends bien, vous étiez là entre-temps, c'était pour prendre la tête de la sélection nationale. Si aujourd'hui vous êtes en juin de Claude Leroy, est-ce que lorsqu'il sera là, il va peut-être que vous pouvez avoir le courage de postuler encore pour ce poste? Non, on doit tous vous accuser, on ne peut pas accuser que seulement Claude Leroy. Il est là, il doit tout soutenir. Donc s'il fait quelque chose qui ne va pas bon, qui n'est pas bon, au moins il y a ses adjoints. Oui, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, alors là vous devez prendre vos responsabilités. Donc par rapport à ce qu'Artis aussi a dit aujourd'hui, je vois qu'Artis aujourd'hui est devenu le défenseur de Claude Leroy et de Adebayor. Ce système a été expérimenté à l'entraînement. Quand on dit que les joueurs n'ont pas appliqué le système de l'entraînement ou bien ils n'ont pas fait, est-ce que c'est le jour où ça a été appliqué ou bien c'est à l'entraînement, ils ont pris ça à l'entraînement? Justement, ça coûte Adebayor qui est venu nous faire passer déclaration. Peut-être c'est ça qu'ils ont vu. Donc aujourd'hui on doit arrêter. Que Claude Leroy joue contre le Bénin. Si aujourd'hui, il faut reconnaître que Claude Leroy n'a plus de système de jeu. Quand vous mettez un système en place et ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Le coup de jeu, vous changez. On le change. Donc si aujourd'hui Claude Leroy est là et il met un système en place qui ne peut pas changer jusqu'à 82 minutes, c'est pourquoi j'ai dit on a joué 10 contre 11. Donc ça veut dire que Claude Leroy ne doit pas faire la faute pour le bien, c'est votre... Oui, vous voulez... oui, finalement ça devient pas ça. On va terminer. Vraiment, oui. On écoute un peu le coach, parce que quand vous êtes dans un groupe, il y a toujours un responsable. Quel que soit ce que vous allez dire, le mot revient toujours au premier responsable. Donc dire ici que tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait ceci, bon, moi je ne pense pas que ce soit le lieu d'en parler. C'est au niveau du staff qu'entre eux, ils peuvent discuter, et même s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Qui prendra la responsabilité? C'est le premier. Donc c'est ce qui décide
qui sera fait. Bien. Une minute. Par contre, le collègue a parlé tout à l'heure que nous avons renvoyé beaucoup d'entraîneurs et que même si demain un autre entraîneur arrive, ça aussi c'est une réalité. Il faut qu'on le reconnaisse. Parce que le problème, c'est que nous voulons gagner tout le temps. C'est ça notre problème. Chaque jour qu'on joue, on veut gagner. Mais oublions que l'adversaire aussi veut gagner. Il faut que nous ayons une vision de ce que nous voulons faire. Nous devons nous dire, dans 6 ans, nous voulons gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et nous nous préparons pour ça. Et on fait des comptes rendus à des gens qui vous ont nommés pour qu'on suive le travail que vous êtes en train de faire pour voir si la vision là peut être atteinte au moment venu. Si nous travaillons dans excusez-moi le terme, ce imbroglio où aujourd'hui on amène quelqu'un, demain on veut gagner, après demain on veut gagner, on ne gagnera jamais. Bien. On parle des U23. On parle des U23, vous êtes là et je voudrais proposer aux auditeurs votre réaction après le match contre le Maroc. Ouais. On savait que ça va être un match compliqué pour nous, d'autant plus que nos adversaires, on les connaît bien. Mais je suis quand même satisfait des joueurs parce qu'ils ont quand même tenu, parce qu'on sait que le rythme pour eux, ça va être compliqué. On perd 2-0, c'est un match de préparation pour nous. Je pense que c'est bien de jouer ces genres de matchs pour pouvoir progresser. C'est une équipe nationale qui vient de se mettre à place il y a combien de temps? On s'est entraîné qu'une seule fois pour ce match, donc c'est normal. L'équipe marocaine, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, c'est eux qui ont gagné le CHAN, donc c'est 2 ans qu'ils sont ensemble, c'est normal qu'ils se connaissent très bien. C'est vrai que sur ce match, tout de suite, je sais que nos points faibles, là où il faut encore aller chercher des joueurs pour pouvoir combler ce vide, ça va pas être facile puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir les mettre dans l'effectif, mais on n'a pas le choix, on essaiera de le faire. Alors, vous avez parlé des points faibles, c'est à quel niveau? Et non, ça je le garde pour moi, je peux pas vous le dire, parce que peut-être les Ghanéens les écoutent, je sais où sont les points faibles, mais je sais qu'on doit beaucoup travailler parce que c'est pas facile et on l'a vu aujourd'hui que le Togo a besoin de travailler. Voilà votre réaction après le match amical contre le Maroc. Oui, à Balodossé. On est confiant pour la suite. Vous jouez contre le Ghana le 18 décembre. Vous avez plus beaucoup de temps. Oui, on n'a pas beaucoup de temps et oui, on doit être confiant. Vous savez, quand on fait ce métier, il faut toujours être confiant, essayer de toujours travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que ça commence, ça devient un peu compliqué avec l'équipe U23. Pourquoi? Parce que la plupart sont avec les U20 maintenant aussi. Donc, du coup, moi, quand on a fait le tournoi de Toulon, j'aurais aimé garder les mêmes effectifs et les renforcer pour qu'il y ait une cohésion. Mais aujourd'hui, comme il y a les U20 qui jouent aussi, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a 11 joueurs qui font partie des U20. Donc, du coup, il va falloir encore chercher des joueurs pour pouvoir combler au cas où il peut pas jouer avec les U23, c'est compliqué, mais ce serait dommage, puisque moi j'avais appelé le coach Aïe pour qu'on se voit, pour qu'on essaie de parler un peu, pour voir qui on garde U20, qui on garde U23, mais moi j'ai vu que bon, on ne s'est pas vu, mais qu'il a donné une liste, qu'ils vont commencer, je crois que c'est cette liste-là qui va aller directement au campement. J'étais un peu ça m'en va beaucoup plus, puisque on devait se voir, donc du coup, et ce serait dommage qu'il y a certains qui ont déjà joué avec l'équipe première, qui redescendent à U20 alors que U23 match. Pour leur progression, je ne trouve pas. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de cohésion dans les choses. Donc, est-ce que la porte est totalement fermée? Vous ne parlez pas entre vous avec Aïvi? Oui, pour parler de ça. Mais moi, j'ai vu qu'il a donné une liste. C'est hier, on devait se voir, mais après, je vois le soir, je vois une liste qui est sortie. Donc, sur les joueurs sur lesquels on devait parler, fait partie de sa liste. Donc s'il prend les joueurs, est-ce que nous on joue après, on ne peut pas enlever les joueurs aussi? Il y a ça aussi. Mais si on veut aller peut-être être s'entêter, on peut dire bon, on convoque les joueurs là. Vous avez votre match le 18, la compétition finit le 16. Le 16. Il n'y aura plus le temps pour... Mais non, parce qu'après, avant la compétition, nous on s'entraîne aussi. Donc eux seront avec les U20. Mais c'est pas trop tard, on va encore discuter puisque la livre finale n'est pas encore donnée. C'est dommage que je parle de ça ici parce que je n'ai pas compris. Et de toute façon, j'ai demandé à faire une réunion lundi prochain avec la fédération pour qu'on en discute sur tous ces points. On le fera lundi et on verra ce que ça va donner. L'objectif, c'est de battre le Ghana. Eh oui, l'objectif, c'est de battre le Ghana et d'aller loin. De toute façon, c'est une compétition, il faut toujours gagner pour les jeunes. Et je pense que c'est aussi une bonne chose qu'on est vraiment loin dans cette compétition. On sait que le Ghana, on ne sait pas quelle équipe ils vont aligner. Nous, on ne sait même pas si on aura les pros. Il y a quelques noms que je vais quand même donner. J'espère qu'on trouvera les moyens pour les faire venir aussi. Vous n'allez pas profiter par exemple de Kevin Denke Exactement, j'aimerais bien que Kevin, Hakim reviennent, mais là il faut les faire venir. Donc, et ça, c'est automatique, non?
Non, comment c'est pas automatique. C'est la moyenne. Il faut émuler. Lundi, c'est comme je le dis, lundi, c'est lundi avec la fédération, c'est vous allez parler de tout ça. On va parler de tout ça. Voilà, vos doléances, vous les avez dites aussi, on va écouter. On ne peut pas fermer une porte de l'équipe nationale. Même il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, peut-être que dans 2 ou 3 jours, ils seront là, parce que le championnat continue. On essaie toujours de regarder pour voir si on peut encore dénicher meilleur. Alors, vous avez les enfants, puisque justement le Togo est un championnat, mais est-ce que vous avez tous les moyens pour bien travailler? Les moyens, déjà là, ils sont quand même hébergés. Bon, pour l'instant, on peut dire que tout va bien. Ça suffit pour espérer grand-chose? Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je crois que le fait déjà qu'on soit ensemble, qu'on peut les avoir pour les entraînements facilement. Ils sont hébergés, ils mangent bien. Oui, on peut dire que c'est déjà pas mal. Est-ce que Abalo Dossé a des doléances pour cette équipe-là U23? Des doléances? Ah oui, de toute façon, que ce soit, je pense qu'il faut encore, d'après le programme qu'on a mis en place, il faut encore un deuxième stage. On aimerait bien qu'on ne le rate pas, qu'on le fasse absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut encore des moyens pour le faire. Parce que déjà le premier stage, c'est difficilement que ça a été organisé. Et voilà Jean-Paul Dossé Abalo par rapport aux préparatifs des U23, la sélection olympique. Tout va bien. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour la suite, pour cette équipe? Vous avez un match très important le 18. Alors, c'est quoi? Oui. Et non, comme je le dis, j'ai un programme. Normalement, on a prévu un regroupement pour le 10 avant de partir au Ghana. Et j'espère qu'on va vraiment le faire. Et d'ici là, si je peux encore trouver un autre match amical avant le déplacement pour pouvoir encore voir l'équipe, puisque l'équipe, comme je l'ai dit, je vais avoir des joueurs avec qui je n'ai pas encore vu jouer, qui n'ont pas encore joué avec cette U23 ni avec U21 qui ont fait le tour. C'est là que ça complique un peu. De toute façon, lundi, je serai fixé sur le tout, parce qu'on aura discuté que ce soit sur les U20 et les U23 et les joueurs qui jouent avec les U20 aussi. Vous connaissez l'équipe du Ghana? Non, pas trop. Non, pas trop. Non, pas du tout. On ne connaît pas. Vous n'avez pas d'informations? On n'a pas d'informations, donc on se pose la question si ils vont pas faire descendre pour faire des professionnels, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore mis une équipe en place apparemment. Donc, voilà. Ouais. Merci quand même d'être venu. Le cadet est au courant puisqu'il est au Ghana. Merci d'être venu. Bon courage et bonne chance surtout. Et à très très bientôt. Merci. Oui. Voilà, le match peut commencer. Prosper Agboukou, vous avez déjà fait les matchs, ou bien vous avez suivi ces 2 clubs dans ce championnat. Arabia et Fodje, qu'est-ce que ça peut donner? Oui, ça peut donner un match très relevé, un match d'une très bonne facture, parce que c'est 2 équipes qui jouent au ballon, qui aiment, je dirais, mettre la pression, avec beaucoup de tonicité, d'engagement, d'intensité et surtout du volume dans la prestation. C'est 2 équipes dont les entraîneurs savent, je dirais, adresser les bons discours avant le match. Le seul bémol, c'est qu'à Tabligbo, il y a aussi un fait qui est là, qui peut-être, ma foi, sur la dernière rencontre que j'ai suivie par rapport à Kotoko de Lavier, l'équipe a bien gagné, mais les autochtones de Tabligbo ont cette exigence que les natifs de Tabligbo doivent jouer au sein de l'équipe, ce qui fait qu'il y a parfois des déséquilibres au niveau de cette équipe-là. Mais avec le discours de l'entraîneur, son savoir-faire, et surtout la peur du public, cette équipe-là reste dans le bon tempo. Donc c'est ce qui est leur avantage, leur avantage pour pouvoir se galvaniser et gagner les rencontres. Maintenant, en face, il y aura un Kofi comme là, très technique et stratégique, expérimenté, plus expérimenté que Tony. Donc ce qui va être peut-être la différence. Mais à domicile, je crois quand même que cette équipe de Tabligbo est difficile à manier. En tout cas, on le suivra, ce match vraiment avec Grégoire Attignon en direct demain depuis Tabligbo. Et un autre match qui focalise les attentions, c'est celui-là même qui oppose Kotoko de Lavier en temps 2, vous savez, qui a connu 3 défaites en début de saison et qui a aligné ensuite 3 victoires. On verra bien si ça va être la 4e de suite demain contre les Porc-Épics là-bas à Lavier. Roméo Etor. Après avoir perdu ses 3 premiers matchs de la saison, la Tente 2 semble retrouver sa vitesse de croisière. L'équipe d'Amini Toaketé a enchaîné 3 succès de rang avec à la clé 2 victoires renversantes.
notamment sur Agaza et la SNPT. Donc, c'est en conquérant que les jaunes de Nyekonakwe Kodjovia Kopé se rendent à l'Avier au stade de la Paix pour y défier Kotoko. Le club de l'Avier a failli perdre sa bonne dynamique suite au limogeage de son coach Fortuné Yawo. Actuel 3e au classement, les Porcs épiques demeurent difficiles à jouer sur leur terre. Folivia Fofo et ses poulains, entre-temps leaders de la zone sud, vont vouloir empocher les 3 points pour recoller à Ifodje d'Atakwame. Même si l'avantage du terrain et du public est pour Kotoko, il sera difficile de casser la bonne dynamique de l'attente 2. Ouais. Roméo Hitor, alors que dit Amenito Akwete avant ce match? Vous savez, il a aussi une finale cet après-midi. Il dirige la gendarmerie nationale qui joue la finale du 34e championnat militaire et paramilitaire contre le régiment parachutiste Commando. C'est cet après-midi à partir de 14h30 à l'état-major des FAT. Ça va être de l'ambiance. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce match contre Kotoko? Nous l'écoutons. Je prends match par match, il n'y a rien à se dire. À part des erreurs de ce match, je vais le corriger pour se rendre à la vie et revenir avec au moins un résultat. D'abord, on a raté la pré-saison et le champion nous a servi des matchs de préparation. Après des tests, on a su régler et on commence à retrouver le jeu de l'entente. Voilà. Alors, vous, Moudib, vous connaissez Kotoko, vous connaissez en temps de. Pour vous, qui a le déçu? Ou bien c'est équilibré? Avant de venir à votre question, il faut quand même souligner le fait que Attendre de Lomé a échoué aux portes de la D1 2 fois de suite. Ça a donné un coup au moral de cette équipe. Amenito parlait tout à l'heure de la pré-saison qui a été complètement ratée. Ça fait que en début de saison, l'équipe ne s'est pas retrouvée. Heureusement, ils sont en train de retrouver leur dynamique. Mais pour cette fois-ci, ça va être contre Kotoko de l'Avier, et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, une équipe, quoi qu'on dise, qui a quand même fait un bon début de saison. Écoutez, ça va être un match très très plaisant parce que Entente va vouloir continuer sur sa dynamique parce qu'elle retrouve sa forme, elle est en train de reprendre du poil de la bête. Et ben, à l'Avier, ça va être un match âprement disputé, je crois. Âprement disputé. Vous avez tout le calendrier de la D2. Vous voulez qu'on vous le rappelle? On peut y aller. Alors, dans la zone sud, vous avez ce match entre Espoir et SNPT à Thiévier, à Gaza, Étoile Filante, à Gossimi, au Kiti, à Sfoza, à Badou, à Rabia, Ifodje, à Tabligo, Kotoko, Entente à Lavier. Zone nord, à Goua, Odalou, c'est cet après-midi. On suivra aussi Foupa de Sotobois, Esbina de Pagouda aujourd'hui et Kakal Tchaoudjo Athletic Club. Et puis demain, Unisport qui joue contre Doumbé de Mango pour vous donner tout le calendrier dans les deux zones. Et nous ouvrons la porte de la première division nationale de football qui est à sa 9e journée ce week-end. Et il y a 2 clubs qui ne jouent pas. Vous connaissez les raisons. Parce qu'ils sont en compétition continentale. Koroki, par exemple, qui a rendez-vous dans quelques jours avec Jaraf de Dakar. Et puis Gomido qui va jouer le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football contre l'AS Coton N'Djamena. Pas Coton Sport de Garoua. L'AS Coton N'Djamena. Alors, hier déjà, les cadres de Tchamba qui sont à Lomé ont offert du matériel donc, à cette équipe de Koroki. Maillot, sac, tout ce qui suit. On va pouvoir écouter tout d'abord le capitaine de cette équipe de Koroki, Fofana Ousmane. Après avoir reçu ces équipements, nous sommes soulagés. Donc on est très content d'avoir des matériels comme ça. Donc les joueurs aussi sont contents, tout le monde est content. On leur confirme que depuis avant-hier, on a mis tout l'entraînement en place. Le coach nous a fait tout. On a envoyé quelqu'un, on a vu comment les Jaraf, comment ils jouent. Donc on a préparé en fonction de leur jeu aussi. Et peut-être, Inch'Allah, on va gagner le match. On est confiant qu'on va gagner le match. Nous, on les dit, Inch'Allah, on va gagner le match. Et Inch'Allah, on va mener les 3 points au Togo ici. Voilà, il a dit plusieurs fois, on va gagner le match. Nous, on va gagner le match. Inch'Allah, on va gagner le match. Bonne chance donc au capitaine Fofana Ousmane. Également sur les lieux, l'entraîneur Traoré Brehima.
Vraiment, ça nous fait plaisir quand on sort dans les campagnes africaines. Là. C'est toujours beau d'être bien habillé. Vraiment, on remercie beaucoup les dirigeants pour ce geste-là. Vraiment, ça va droit au cœur. Et je pense que ça va donner la motivation aux joueurs aussi. Si tout le monde est bien habillé, nous sommes dans les mêmes tenues. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc, on les remercie beaucoup. Tout le monde se porte bien et il y a un bon état d'esprit du groupe. Et on est bien préparé. Donc, on espère aller faire un bon résultat là-bas et pour faire plaisir au public sportif togolais. Aujourd'hui, vraiment, on remercie le bon Dieu et tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. On a des informations sur l'équipe, même si ce n'est pas assez. Donc, on est prêt mentalement et puis physiquement, les joueurs sont conscients. Donc, on va aller faire un bon résultat, Inch'Allah. Notre objectif, c'est de se qualifier en phase de poule. Ça, c'est notre objectif principal. À défaut de ça, il faut passer les premiers tours. Voilà, Koroki qui voit les choses en grand, hein, et c'est de se qualifier pour les phases de poule comme l'AS Togoport. Ce sera vraiment l'idéal. Le premier vice-président du club, Afo Wallo Bansabi, également était sur les lieux au moment de recevoir du matériel, sacs, chaussures, trolleys et tout. Ce matériel vient des cadres de la préfecture de Chamba à Lomé, au rang desquels se trouve le ministre Yahya Sani et le DG Togocel. Donc ce matériel va nous habiller pour nous conduire à la Champions League pour les matchs préliminaires. D'abord à Dakar, un match aller le 27 et au match retour le 4 à Lomé. Effectivement, avoir le matériel, il y a tout ce dont besoin un joueur pour évoluer sur le terrain. Nous avons tout. Maintenant, notre idée focalisée sur la performance, surtout pour que nous puissions honorer nos aînés qui nous ont fourni ce matériel. Les cadres de Chamba et Résident Lomé font partie de tout l'ensemble. C'est une partie de tous nos sponsors. Il y a les cadres à Chamba, il y a les cadres à Lomé. C'est l'apport des cadres de Lomé que nous avons eu cet après-midi. C'est vraiment un soulagement. C'est un soulagement parce que c'est une épine que nous avons sous nos pieds. Je pense qu'avec ce matériel, nous avons la tête tranquille maintenant pour focaliser à l'aspect technique et tactique pour que notre football puisse aller de l'avant, pour honorer le Togo que nous représentons cette année. Le championnat, c'est difficile de Champions League. Nous nous sommes préparés pour cette compétition qui, on espère, Inch'Allah, on ira loin. Ce rêve-là, on l'a toujours. Parce que à voir ce qui se passe sur le terrain, c'est différent de ce que les gens entendent dans les oreilles. Donc, tout est mis en place pour que nous puissions représenter valablement le Togo en Champions League. Et on ira loin, Inch'Allah. Voilà, le matériel qui donne de la motivation. Il y a tout, comme l'a dit le premier vice-président Afo Wallo Bansabi. Voilà, à quelques jours de ce premier match en Ligue africaine des champions, il leur reste, on va dire, 72 heures, ou bien, oui, pour aller à ce match contre Giraffe Aristide. Oui, le club s'est préparé, c'est le 27 qu'il joue contre cette équipe. C'est vrai que Giraffe n'est plus Giraffe qu'on connaît dans le temps. Oui, c'est un club qui a également disparu un tout petit peu sur l'échiquier continental. Oui, c'est faisable pour Koroki. Oui, vous savez, c'est le football et rien n'est gagné d'avance. Mais moi, je crains pour cette formation de Koroki. Et regardez un peu le classement, aussi dans la position, n'est-ce pas, donc, de ce club de Chamba actuellement dans notre championnat de première division. J'estime quand même que ça nous amène à réfléchir encore une fois si véritablement cette équipe de Koroki peut quand même damer le pion à cette formation. C'est vrai que vous parlez de Giraffe qui n'est plus vraiment cette équipe qu'on connaissait dans le temps. Mais il faut reconnaître que si cette équipe joue la Ligue africaine des champions, c'est parce qu'elle a été championne donc au niveau du Sénégal. Ouais. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que l'arrivée de Brahima Traoré à la tête de cette formation a quand même soulagé plus d'un. Mais aujourd'hui, on se rend compte véritablement que c'était l'arbre qui cachait la forêt, parce que visiblement, jusque-là, on ne constate pas, disons, l'empreinte, n'est-ce pas, donc, de Brahima Traoré, qui entre-temps était avec le Togolais Jonas Kokou Komla du côté du Mali. On estime quand même que au niveau de cette formation, il y a beaucoup de lacunes. D'abord, je voudrais parler du gardien Soumanou Fadil, qui n'est pas du tout rassurant, que ça soit en équipe nationale A ou que ça soit en équipe nationale U23. J'ai déjà vu ces séances d'entraînement. Eh bien, je comprends pourquoi aujourd'hui, même au niveau de la sélection, malgré les lacunes d'un certain Bassa Diéry, on ne lui fait pas confiance. Au-delà de ça, il y a le jeune Boudirouma Jean qui est dans cette formation. Il est le seul aujourd'hui, quand même, avec Assouma
Salami a marqué. Ils sont que 2 à marquer dans cette équipe. Alors que il faut véritablement, disons, des attaquants qui puissent véritablement damer l'opinion aux autres. Moi, si j'étais un responsable de Koroki, j'aurais préféré peut-être recruter lors des quelques jours qu'a donné récemment la Fédération togolaise de football un certain Koudagba. Je dis si j'étais proche de ce club, Koroki mettait de Tchamba. Mais est-ce que la SCK voudrait laisser partir Non, mais il faut tenter. Il faut tenter, mais vous savez, le football aujourd'hui, ce n'est pas mathématique. Il faut dire que oui, lorsque vous avez des supporters, lorsque vous jouez à domicile, lorsque vous jouez à l'extérieur, non. Le football, ce n'est plus ces paramètres. Il faut d'abord un état d'esprit des joueurs. Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'équipe? Koroki aujourd'hui a des joueurs qui ont les meilleurs salaires aujourd'hui, vous le savez, au niveau de notre championnat. Ce n'est pas l'argent qui manque à Koroki. Mais on a l'impression que les joueurs sont là, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette équipe. Regardez, en réalité, avec la manne financière dont dispose Koroki ne devait pas être peut-être 8e ou je ne sais pas, c'est-à-dire 10e dans le championnat. C'est tout à fait regrettable pour ce club. Moi, je crains, contrairement à une équipe de Gomido, où on a peut-être un certain Clédier, on a l'autre là, la Bolivie, etc. Moi, peut-être pour conclure, je pense évidemment que on va pas attendre grand chose de Koroki. Voilà, on va pas attendre. Oui, s'il gagne, c'est bon. S'il ne gagne pas, ce ne sera pas aussi catastrophe. Oui, Nola Kinaoui, le club togolais va être sur l'échiquier continental. C'est une première. Vous qui gérez le domaine sportif, les rouages, est-ce que vous pensez que Koroki s'est bien préparé? Bon, si Koroki s'est bien préparé ou pas, je pense qu'au sein de l'administration Koroki, ils doivent avoir la réponse directe. Mais au-delà de ça, je pense que comme Aristide a dit, pour affronter les équipes du continent, même si on doit se baser sur les références de l'AS Togo Port et tout ça, il faut d'abord avoir une équipe. Ça part de là. Parce que quel que soit leur salaire, quels que soient les équipements qu'ils auront, il faut avoir une équipe qui est prête pour affronter d'autres joueurs. Maintenant, l'équipe adverse a aussi une histoire, a aussi une image, a aussi des joueurs, mais il faut toujours se concentrer sur ce que vous avez, vos atouts, vos avantages. Maintenant, si vous avez une équipe, vous n'avez pas d'attaquant qui peut marquer des buts, vous n'avez pas de défenseur qui peut vous sauver, un gardien qui tient bon, ça pose beaucoup de questions. Mais l'important aujourd'hui, même si c'est un match d'entrée, il faut toujours avoir toutes les chances de son côté. Comme il a dit, s'il y avait une possibilité de trouver des joueurs pour compléter ou pour assister l'équipe, il fallait le faire. Maintenant, je ne sais pas trop ce qu'ils ont comme objectif après peut-être le premier match, mais on attend, on verra. Oui, Kader, vous. Si vous vous rappelez, dans ce studio, je vous avais dit que nos équipes qui étaient qualifiées pour les compétitions africaines doivent bien se préparer en recrutant des joueurs. On sait que cette année, on va faire la Coupe d'Afrique. Mais il faut recruter des joueurs. Si les cadres de Tchamba sont nantis, il fallait aller chercher des bons joueurs. Puisque on parle de la Coupe d'Afrique, c'est pas Coupe UFOA ou bien Coupe Entente. Ouais. Il faut. Mais l'équipe de Tchamba n'est pas rassurante, franchement. Il ne s'agit pas de leur donner des goudas, des sacs. Non, mais ça peut les motiver, non? Non. Et ces choses-là, même, moi je vois que c'est du one man show. Il fallait le faire au début de la saison pour bien les motiver. Aller chercher des bons joueurs pour une bonne compétition. Giraffe, c'est un très grand club. C'est un très grand club. Je me rappelais de Giraffe des années 80-90 qui avait joué Coupe UFO avec Gomido de Palimé. On les avait battus à Dakar 2-1 et on les avait surpris là-bas. Et on a eu chaud à Lomé. C'est-à-dire? Ce sont des joueurs colosses. On a eu chaud, ça veut dire? Mais Gomido a failli trébucher. C'est 1-0. Ici à Lomé, je me rappelais bien. Donc, voilà. Là, moi, franchement, comme l'a dit mes amis, franchement, il faut que Koroki joue. On va voir, mais bonne chance à Koroki, comme je suis togolais. Oui, Mohamed. Oui, avant aujourd'hui, comme tout Togolais, notre souhait, c'est que Koroki puisse passer. Et ce que nous devons savoir, que le Inch'Allah, c'est pour tout le monde. Inch'Allah, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas attendre toujours Inch'Allah et laisser l'essentiel.
Inch'Allah, c'est pour tout le monde, il faut le travail. Aujourd'hui, au niveau de Koroki, c'est comme si rien n'est fait. L'H Togopor avait été en compétition. Tout le monde écoutait. Donc avec les gens de Koroki, on critiquait l'H Togopor, ils n'ont pas mené des joueurs, ils n'ont pas recruté, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Mais c'est le pire qui est au niveau de Koroki. Koroki a recruté qui pour cette chose? Vous voyez? Donc, il ne faut pas attendre Inch'Allah. Non, ce n'est pas Inch'Allah, c'est le travail qui paie. Ce qu'on veut, c'est ça. C'est à part du travail qu'on peut attendre le résultat. Aujourd'hui, il n'a pas fait l'essentiel selon moi. Non, selon moi, on sait, au niveau de Koroki, on s'est basé surtout avec du désordre au niveau des entraîneurs. On dit que c'est celui qui est venu, le public dit que c'est l'autre qui doit être là. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est le patron de Koroki, qui décide au sein de Koroki. Vous voyez, ça déjà, c'est déjà un problème. Et puis au niveau des dirigeants, mais tout club doit avoir le matériel. Surtout un club qui doit jouer des compétitions, doit avoir le matériel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit publiciter, on doit exposer. Ça, c'est des inutilités. On laisse l'essentiel pour se focaliser, pour divertir le peuple, les sporteurs, pour dire qu'on est en train d'offrir le matériel à Koroki. Aujourd'hui, à 72 heures ou bien quelques heures, aujourd'hui, on donne des godasses à un joueur qui ne s'est pas entraîné suffisamment avec ça. Il va aller sur un terrain, il va porter ça. Ça va donner quoi? Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas mettre comme des priorités. Il faut l'essentiel. Il faut faire le travail qu'il faut pour pouvoir gagner. Il ne faut pas attendre Inch'Allah et après tout Inch'Allah. Vous n'aimez pas ça, oui. Nous avons rencontré une équipe sénégalaise en 83. C'était en 83. C'était l'Exposé de Dakar, en Coupe d'Afrique. Oui. Ils sont venus nous battre ici 5-3. Oui. La situation au match retour. Au retour, nous sommes partis les battre à Dakar 3-1. Ils étaient étonnés. Ils étaient venus très athlétiques. Les clubs sénégalais sont très athlétiques. Et si on pense qu'il faut aller gagner, les gens se jouent facilement, c'est pas facile. Donc, au niveau d'Agaza, on a fait des Coupes d'Afrique sur 20 pays d'Afrique. De 83 à 98 sur 20 pays d'Afrique. Nous sommes partis en 83 en finale à Arab Contractor. Jouer à l'extérieur contre une équipe, ce n'est pas facile. Il faut une certaine expérience. Il faut la carrure des joueurs avant d'aller jouer. Voilà. Koroki est donc prévenu.